Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Mais décidément, mais ils nous prennent tous les sponsors. En exclusivité aujourd'hui, le spectacle NordVPN écrit par Claude et interprété par Sylvain. Pourquoi NordVPN est-il si populaire en Scandinavie? Parce que là-bas, même les trolls veulent rester anonymes. Aïe. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel pour contourner la censure et les géorestrictions. NordVPN vous propose la protection anti-menace qui reste active même sans la connexion NordVPN. NordVPN vous permet d'équiper jusqu'à 10 appareils en simultané. Nouvelle blague! NordVPN crypte ta connexion, mais ça crypte pas le fait que t'as cherché comment savoir si ma voisine m'aime à 3h du mat sur Pornhub à 4h. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. NordVPN te cache sur internet, mais ça cache pas que t'as mesuré ta bite 47 fois depuis le janvier pour voir si elle avait grandi. Je veux une blague sur NordVPN, le foot, la bite, le cul et la Renault Laguna. T'installes NordVPN pour être anonyme, mais ça cache pas que t'as regardé le match dans ta Renault Laguna garée devant chez ton ex en caleçon avec une érection en voyant Mbappé marqué assis sur un coussin gonflable parce que t'as des hémorroïdes. Merci NordVPN pour leur soutien et bonne vidéo. Les films Cars. Je vous ai quasiment parlé de tous les sujets sur Terre qui sont de près ou de loin liés à la bagnole. Il y a même des trucs des fois qui sont très très loin. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai jamais parlé du film qui s'appelle littéralement Voiture. Je suis désolé, je suis totalement passé à côté. J'ai perdu pied avec ce qui faisait l'essence de cette chaîne. C'est plus une chaîne de passionnés, c'est pas vrai? Chaîne de bagnole, on va parler bagnole, on va faire des tours de bagnole, il a pas parlé de Cars. Je précise quand même ici pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch tous les dimanches à 20h. J'avais pas vu les 3 films Cars avant la semaine dernière. Voilà. Merci d'avoir regardé. Fin de carrière. Est-ce que j'ai honte? Oui. Est-ce qu'on va parler de Cars aujourd'hui? Bien sûr! On a 3 films Cars à rattraper ensemble! Je sais que j'ai pas encore commencé cet épisode, mais je le place ici quand même. Depuis que j'ai réfléchi à un format sur Cars, je me dis qu'il faut faire un format sur taxi. Bah oui, évidemment. Évidemment qu'il faut qu'on parle des taxis, bien sûr. Le transporteur, tu vois? Il suffit que je le dise pour que tu te rendes compte que c'est pas normal. On n'a jamais parlé du transporteur de taxi de Fast and Furious sur cette chaîne. On n'a jamais parlé de Fast and Furious. La saga des Need for Speed et les films Need for Speed. Ah 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 ah! Il y a eu un film Need for Speed. Gran Turismo, il y a eu un film aussi. Est-ce qu'il est catastrophique? Peut-être. Il est dégueulasse. Rush. Non mais je te dis, une fois que tu ouvres la porte, c'est fini. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous allons parler des films Cars. Si je vous dis pas de conneries, normalement, c'est la première fois qu'on parle de films sur cette chaîne. Je sais qu'on a déjà un peu parlé de Fast and Furious, vite fait en essayant une R34 GTR, comme ça, très vite fait. Hein. Et avant de débuter cet épisode, je précise que nous allons passer en revue les 3 films principaux Cars. Parce qu'il y a eu des spin-offs, des films où Martin va à Tokyo faire du drift. Si jamais vous aviez pas vu Cars, ce qui est peu probable, j'en conviens, mais il y a un personnage secondaire qui s'appelle Martin, qui va avoir droit à sa série dédiée de spin-off, dont un où il va sur la Lune. C'est une dépanneuse. Laissons-nous le temps de raconter les 3 premiers films et à la fin, j'y reviendrai au moment où ils font Tokyo Drift. À Tokyo, ils vont du drift. Cars est un film d'animation sorti en 2006 de la part des studios Pixar. Si vous ne savez pas ce qu'est Pixar, je ne peux rien pour vous. Et en soi, c'est pas un problème, si ce n'est que pour illustrer cet épisode, il va falloir qu'on utilise des images du film. Et que cette vidéo va probablement sauter. Voilà, je le dis avant que ça saute, comme sûrement vous le savez. Utiliser des images de films sur YouTube, c'est super risqué. Quand le film appartient à Disney, droit d'auteur, copyright, armée d'avocats, c'est un peu comme si je jonglais avec des grenades. C'est très sympa à regarder, un peu risqué, et à la fin, ça va mal finir. Donc si jamais vous voyez des images du film qui sont un peu déformées, avec un filtre, un peu retourné, tout ça, c'est normal, sinon cet épisode serait pas possible. En anglais et en français, c'est Cars, voiture. En québécois, c'est bagnole. Et avant même de commencer d'emblée, si jamais vous avez pas vu Cars, regardez au moins les 2 premières minutes. Le film Cars s'ouvre dès les premières secondes avec une intro incroyable. Ciao! Parce que dès les premières secondes, on sait que le film Cars, ça va parler de bagnole. Dès les premières secondes, il y a du V8. On sait que ça va être la course, ça va être du NASCAR et surtout, ça va être américain. On a la musique, les Orville, les rednecks sur les pneus. C'est les Amériques, ça. Ah, Flash, ciao! Cars va nous raconter l'histoire de Flash McQueen, la voiture rouge qui porte le numéro 95. 15 secondes du film, déjà une anecdote. Le 95, c'est pas pour samplon 95. Bah non, parce que les indices d'octane, c'est pas les mêmes aux USA. Désolé, c'est pas Flash McQueen
samplons 95. J'espère qu'il tourne à plus que du 95 déjà, par rapport au fait que c'est une voiture de course. Si Flash McQueen porte le numéro 95, c'est en hommage à l'année de sortie du premier film Pixar, Toy Story. Toy Story est sorti en 95, Flash McQueen, c'est le 95. Marquez-la. J'ai un t-shirt Cars, j'en suis très fier. Ça va revenir, vous allez voir, je vais vous montrer mon t-shirt. À aucun moment dans les 3 films Cars, la motorisation de Flash McQueen est précisée. Vous allez voir que la notion de moteur et de voiture est parfois un peu dissociée. Justement, dans les prochains films, ça va créer polémique. Ça sera un grand débat entre nous juste après, mais la seule information que j'ai trouvée qui évoque le moteur de Flash McQueen, c'est mon t-shirt. Ah, tu t'y attendais pas celle-là, hein. Regardez bien. Alors, je sais pas si on le voit là. On le voit ou pas? Je pourrais juste enlever ma veste. Il y a mon micro sur la veste, alors déjà, je vous montre ce t-shirt. Incroyable, premièrement. Deuxièmement, c'est préciser le moteur de Flash McQueen juste là. Avant de regarder les 3 films en détail, je pensais que ce qui était marqué sur mon t-shirt, c'était des infos qu'il y avait dans les films. Sauf que je les ai vraiment regardés en détail, ce n'est pas indiqué dedans. Genre, ce n'est jamais mentionné qu'est-ce qu'il y a sous le capot de Flash McQueen. Dès l'opening au son, on sait que c'est un V8, et vu qu'il est engagé en NASCAR, logique c'est un V8. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais V8 quoi? Les V8, il y en a partout. Il y a des V8 qui font 100 chevaux. D'après la source de mon t-shirt, je regrette déjà d'avoir dit cette phrase, mais d'après mon t-shirt, Flash McQueen est motorisé par un V8 full race de 750 chevaux. 750 chevaux en NASCAR, pourquoi pas? C'est un peu beaucoup par rapport aux réglementations. Allez, si tu veux, on peut arrondir. Il est vraiment rapide, Flash McQueen, catch out, tout ça. Toujours d'après mon t-shirt, c'est précisé d'autres informations, notamment qu'il a un châssis tubulaire. Ça, pourquoi pas, effectivement, ça correspond au NASCAR. Les 2 premières lignes, je suis plutôt d'accord. Et la source t-shirt nous précise également que le 0 à 60 miles, c'est-à-dire le 0 à 100, est fait en 4 secondes, ce qui est pas terrible pour 750 chevaux. Vraiment, ça manquait de grippe ce matin. Hein. Va falloir faire chauffer derrière. Hein. Vitesse max de 198 miles par heure, ce qui fait à peu près 320 et qui encore une fois est plutôt correspondant. Donc jusque là, la source t-shirt est assez viable. Sauf que c'est aussi marqué sur le t-shirt que Flash McQueen a été fabriqué en 2006. Le film se passe en 2006. Il a 0 ans, Flash McQueen, il a été pondu avant-hier, il a 1 semaine, Flash McQueen. Alors peut-être que dans le monde des voitures, 1 semaine c'est suffisant pour déjà être champion du monde. Ça n'a pas de sens. J'en profite tant qu'on est au rayon des anecdotes et de Flash McQueen. La plupart des véhicules qu'on va voir plus tard dans les 3 films sont en général dérivés de bagnoles qui existent vraiment. Vous inquiétez pas, je vous ferai une liste, mais Flash McQueen, pour le coup, est dérivé de... pas grand-chose. Il ressemble un peu à tout et à rien. Spoiler tout de suite, mais s'il ressemble à rien, c'est justement fait exprès. Ils savaient déjà avant qu'ils allaient faire 1 tonne de produits dérivés. Donc faut pas qu'il ressemble trop à un truc sur lequel faudrait donner des droits après. On apprend assez vite dans le film que Flash McQueen est plus rapide que la lumière, ce qui déjà premièrement lui fait un point commun avec la Team Rocket. C'est pas les meilleurs, mais on prend quand même. Et ce qui deuxièmement n'est pas vrai. Personne n'est plus rapide que la lumière, déjà premièrement. Tu peux être aussi rapide que la lumière en théorie. Et de toute façon, c'est marqué sur mon t-shirt qui plafonne à 198 miles. On apprend également dès le début du film que Flash McQueen va essayer de remporter la Piston Cup. Piston Cup qui est évidemment une référence au monde de la bagnole, mais qui est également une référence à une véritable course qui s'appelle la Winston Cup. Les clopes. Attends, c'est du NASCAR, hein. NASCAR, c'est alcool, clopes, gonzesse, piston. Peut-être d'ailleurs qu'on en parlera un jour, mais le sport automobile a largement été subventionné par l'industrie de la clope. Ça... On apprend également dans les premières minutes du film que Flash McQueen est capable de rouler sur les murs, ce qui est effectivement arrivé quelques années plus tard en NASCAR, comme quoi le mec est un peu visionnaire, et que visiblement Flash McQueen est rapide. Effectivement, il est rapide. C'est aussi l'occasion de rencontrer l'antagoniste de Flash McQueen, le numéro 86, Chick Hicks, qui est présenté d'emblée, et c'est d'ailleurs l'une des forces du film, parce qu'il est très très fort pour te faire passer des messages sans te l'expliquer, mais c'est un connard. Dinoco est à moi. Oh, ça saute dans le 3e virage! La première image de Chick Hicks qu'on voit, il éjecte quelqu'un de la piste et c'est pas propre. Hein. Alors là, c'est indéfendable. Ah non, c'est indéfendable. Je le dis ici quand même, mais même si le NASCAR, c'est un sport où ça cogne un petit peu quand même, ça met des petits coups de pare-choc, t'as pas le droit de tuer les autres non plus. Ça va revenir tout le temps. Vous verrez, il y a aucune direction de course, il y a pas d'arbitre, il y a rien. Je vous spoil un peu, mais il y a même un moment, Flash McQueen, il va gagner sans faire la course. Il y a pas de règle, c'est pas compliqué. Je ne sais pas où sont les arbitres, il y a visiblement pas de voiture arbitre dans ce monde-là. Anecdote, mais Chick Hicks, qui est présenté comme un connard et surtout comme le méchant, est doublé par Michael Keaton dans la version originale. Vous allez le voir aussi, le casting est incroyable. Autre anecdote que j'aime bien sur Chick Hicks, c'est que X en anglais, ça peut se traduire par plouc. Tocard. Nous en français on voit marquer Chick Hicks, aux USA ils voient marquer Chick Plouk. C'est le méchant. Tellement méchant que dans tout le film il éjecte 7 concurrents, dont 4 fois Flash McQueen. 4 fois, hein. J'ai pris un drapeau noir pour
beaucoup moins que ça. Hein. Et tant qu'on parle de casting de ouf, je ne peux pas louper le numéro 43, Strip Weathers. Le nom Weathers d'ailleurs est aussi une référence puisqu'on pourrait le traduire par surmonter ou résister au temps. C'est le vétéran, le mec sage, celui qui sait. Il est incarné par une Dodge Charger Daytona, c'est-à-dire une voiture légendaire du NASCAR, et interprété en version originale par, excusez-moi, Richard Petty en personne, le King. Et si jamais vous savez pas qui c'est Richard Petty, je reprends son palmarès, vous allez comprendre, 200 victoires en NASCAR. À titre d'information, Lewis Hamilton, qui est pas mauvais quand même, c'est 105 victoires. 200 victoires, Richard Petty. 123 pole positions dans sa carrière. 555 fois top 5. Ce qui me permet également de préciser que le palmarès que je viens de vous citer est un record, toujours en cours. C'est toujours lui qui a le record. Donc il a eu sa voiture dans Cars de façon assez naturelle. Ça fait 3 minutes 31 de film et on a déjà l'un des plus grands pilotes de NASCAR qui a sa propre voiture dedans, interprétée par lui-même. Et attendez, je vous ai pas parlé des présentateurs. Évidemment, on parle d'une course de NASCAR télévisée qui est donc présentée par des pilotes célèbres qui existent dans la vraie vie. C'est fort, c'est très fort. On a Bob Cutlass qui est une référence directe à Bob Costas qui est un présentateur de NASCAR officiel et Darrell Cartrip qui est une référence directe à Darrell Waltrip, triple champion de NASCAR qui interprète son propre personnage. On continue parce qu'on est à 3 minutes de film, va falloir qu'on avance un peu. On nous présente du coup Flash McQueen qui est super fort, super rapide, il est agile, il peut même sauter par-dessus les voitures. Ce qui est déjà physiquement assez impressionnant de pouvoir sauter par-dessus d'autres voitures mais qui est surtout métaphorique. Mais c'est là où je vous dis que Cars c'est super parce que l'enfant va avoir une voiture qui saute, mais l'adulte va avoir une voiture qui est au-dessus des autres. D'un côté, t'as tous les concurrents qui sont en paquet, qui se battent, qui sont sales, et de l'autre, t'as Flash McQueen qui est seul, qui se bat pas, qui vole au-dessus des autres et qui est propre. Et vu que c'est facile pour lui et accessoirement qu'il est né la semaine dernière, il est un peu jeune et un peu con. Beaucoup con. Dès le début du film, on a des personnages qui vont donner des conseils à Flash McQueen pour le rendre plus performant. Conseils qui sont bien sûr ignorés. T'imagines, c'est tellement facile pour lui qu'il a le temps de regarder son reflet dans le muret. Vu qu'il faut quand même une histoire et une progression dans la narration, naturellement, Flash McQueen est un trou de balle. On nous dit qu'il préfère travailler seul, qu'il a licencié 3 directeurs techniques cette saison, et que globalement, à chaque fois qu'on lui donne un conseil, il l'écoute pas. Pas loupé, ça va lui causer des problèmes. Flash McQueen n'écoute personne, ne s'arrête pas pour changer de pneus au stand, et naturellement, crève les pneus à un tour de l'arrivée. Alors, je trouve ça un peu extrême de crever des pneus d'usure. Faut vraiment y aller beaucoup. S'il n'y a pas de débris sur la piste, normalement ça arrive jamais. Je le place ici, ça serait pas arrivé en 4 roues motrices. Ce que je trouve bizarre d'ailleurs, parce que tu le vois bouger des 4 pneus, ce qui pourrait indiquer qu'il a 4 roues motrices, mais en NASCAR c'est des propulsions, et justement il crève ses roues arrière, et du coup il a plus de motricité. Il peut bouger les roues avant et les faire tourner, mais pas pour motricer. Il y a plein de trucs qui collent pas. Mais bon, on va dire que c'est une propulsion. Flash McQueen a les pneus crevés, ce qui permet à ses concurrents de remonter, et il traverse la ligne d'arrivée en tirant la langue. Après, c'est pas interdit, hein. Et on découvre sur la photo finish que les 3 concurrents que je viens de vous citer sont ex-aequo. Il me semble que je vous avais déjà parlé de cette anecdote, mais 3 pilotes strictement ex-aequo, c'est déjà arrivé en vrai, en Formule 1. Maintenant que vous commencez à connaître Flash McQueen, vous vous doutez bien que face à ce résultat, il va être insupportable, à tel point qu'il va se faire larguer par sa team. À la fin de la course, on a le King, le numéro 43, qui va voir Flash McQueen pour lui donner des conseils. Et c'est en ça que je vous dis que le King, le 43, c'est la sagesse. Lui, il connaît, lui, il est en fin de carrière, il a plus rien à prouver, il a déjà gagné plein de fois. Il l'écoute pas, du tout. Et... je m'arrête sur cette scène pour 2 anecdotes, mais premièrement, la femme du King qu'on voit dans le film, Linda, est réellement la femme du King dans la vraie vie. Et c'est vraiment doublé par sa femme. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fort. Mais il y a un autre truc qui m'a interpellé dans cette scène. On voit 2 fans, Mia et Tia. Miata, c'est des MX-5. Miata, en japonais. Moi, ça me pète de rire, les blagues bagnoles comme ça, mais je comprends que je sois tout seul. Et excusez-moi de tiquer un peu sur cette scène, mais les 2 voitures qu'on voit, c'est des MX-5 ENA, les premières qui sont sorties en 89. Le film se passe en 2006. Et dans le moins pire des cas, elle date de 89, c'est-à-dire 17 ans. Attention, Flash McQueen, tu files un mauvais coton, toi, hein. On te surveille, hein. On a le King qui va voir Flash McQueen, qui lui dit qu'il est globalement bête. Jusque-là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et l'ancien lui donne des conseils et lui montre la valeur travail. Pour l'instant, Flash McQueen, il a jamais travaillé pour en arriver là où il est. Parce que c'est ça qui est beau dans Cars, c'est qu'il y a des valeurs. On t'apprend des trucs. Alors après, d'un côté, il y a les bonnes valeurs que véhicule le film, et de l'autre, il y a Flash McQueen qui écoute pas un seul des conseils qu'on lui donne, et qui dans ses rêves, conclut avec les 2 filles de 17 ans. Attention, Flash, hein. J'ai pas précisé, mais quand Flash McQueen rêvait de se taper ces 2 fans un peu jeunes, là, il rêvait aussi d'être chez Dinoco, le sponsor du King, le plus beau sponsor de la grille. Flash McQueen est sponsorisé par Rust-eze, la pommade anti-rouille qu'il faut s'appliquer sur le pare-choc arrière. Je cite le film, hein. C'est pas moi, hein. C'est de la pommade anti-hémorroïde
hémorroïdes. Mais du coup, on comprend pourquoi il y a un enjeu. Quelques minutes plus tard, on va rencontrer Mac, le camion qui transporte Flash McQueen. Et cette anecdote est d'autant plus intéressante que Mac est un Mac. Des fois, il mélange un peu les designs et tu sais pas trop ce que c'est. Mac, c'est marqué dessus, c'est un camion Mac. Un Mac Superliner de 81. C'est copié-collé. Et autre anecdote, mais la marque Mac, c'est-à-dire la marque de gros camions américains, est la propriété de Renault Trucks. Mac est pas concerné parce qu'il est plus vieux que ça, mais à la fin des années 90, Renault Trucks a racheté Mac. Donc techniquement, Mac, le camion américain qui transporte Flash McQueen, est un peu un Renault. Non mais ça roule ça, hein. C'est du beau camion ça. Hein. On rencontre également Harvey. Enfin, rencontrer c'est un grand mot dans le sens où on le voit pas. C'est un téléphone qui bouge. Harvey qui est l'agent de Flash McQueen et qui lui dit qu'il a le droit d'inviter pour la prochaine et ultime course 20 amis. Sauf que le problème c'est que Flash, c'est un connard. Flash râle, Flash exige de rouler non-stop et Flash insiste pour arriver le premier en Californie. Sauf que Mac il a 30 heures de route dans les pattes et il va finir par s'endormir. Ce qui est déjà très dangereux jusqu'au moment où il perd Flash McQueen sur la route. Ce qui ne serait pas arrivé s'il l'avait attaché. Voilà, comme tu dois faire en voiture quand t'es passager, en voiture quand tu transportes une voiture, ce que tu dois tout le temps faire en fait. Vous allez voir que les règles élémentaires transgressées, il y en a plein, c'est pas la première. Flash McQueen se réveille, panique et se rend compte qu'il a perdu Mac. C'est peut-être pas le moment, mais je précise quand même que du coup c'est une voiture de course sur la route et que c'est pas légal. Voilà, donc j'espère qu'il est immatriculé au Kosovo, sinon c'est pas... Vu qu'il roule à 1 million de km/h, il se fait prendre en chasse par la police, il y a un quiproquo comme quand on lui tire dessus, on est aux États-Unis. Et en arrivant dans la ville et par un fâcheux concours de circonstances, il va plus ou moins détruire la ville. Au moins, on sait qu'il est arrivé. Au petit matin, Mac arrive en Californie, vide évidemment, et c'est officiel, mais Flash McQueen est porté disparu. C'est l'occasion de passer quelques petits rêves, puisqu'à un moment on voit Jay Leno, qui est une référence à Jay Leno, grand collectionneur de voitures et présentateur TV, et on a même Schwarzenegger, le Hummer. Et on découvre au petit matin, Martin. Salut la vieille au bois dormant. Je sais pas si je vous le dis tout de suite, je déteste Martin. Ça me soulage de l'avoir dit. Vraiment, je me sentais vraiment mal de potentiellement détester quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais je pouvais pas mentir, je le déteste. C'est viscéral. Point positif de Martin, son nom fait une blague automobile. Aston Martin, Martin, c'est Aston Martin sans l'Aston. Fin des points positifs. Vous pouvez faire tout le tour, il n'y a plus de points positifs. Petite scène de présentation de Martin qui va nous apprendre son trait de caractère principal. Il est con. Oh, qu'est-ce qu'il est bête. Quelque part, ça rassure. Parce que le jour où t'arrives au niveau de Martin, quand bien même Flash McQueen va essayer de profiter de la stupidité de Martin, il va quand même passer au tribunal. Parce que je vous rappelle qu'il a juste détruit la ville en fait. Hein. Et on nous présente le juge de ce tribunal, Doc Hudson. Doc Hudson, de son vrai nom, Hudson Hornet, qui est une Hudson Hornet. Pour certains personnages, ils se sont un peu cassés la tête à trouver des noms qui sont ressemblants, évocateurs. Hudson Hornet, je suis d'accord avec les créateurs du film, le nom est incroyable. Fait intéressant, mais Doc Hudson, apprenant que Flash McQueen est une voiture de course, va décider de dégager Flash McQueen de sa ville. En fait, on comprend tout de suite dès le début que Doc Hudson a un problème avec les voitures de course. Sauf que cette décision d'éjecter Flash McQueen de la ville et de le laisser impuni, ça va pas plaire à Sally. Sally, c'est l'avocate de la ville, c'est celle qui a des notions de droit et qui aimerait bien que Flash répare les dommages qu'il a causés. Flash, il va la draguer. Mon champion, ça, c'est mon champion. Sally fait sa plaidoirie et va forcer Flash McQueen à réparer la route qu'il a cassée. Si Flash McQueen veut pouvoir participer à sa course en Californie, il va devoir réparer la route avant. Et évidemment, la nouvelle va pas vraiment plaire à Flash McQueen qui va essayer de s'échapper dès qu'il le peut, sauf qu'ils l'ont siphonné. Vu qu'ils ont un peu cerné le personnage et qu'ils savaient que c'était un petit con, ils ont siphonné ce réservoir pour éviter qu'il s'échappe. Je sais pas comment ils ont fait, je veux pas savoir. À partir de ce moment du film, la mission de Flash va être de regoudronner la route de Radiator Springs. C'est aussi à ce moment du film que Martin dit qu'il a un problème de segmentation. J'ai comme qui dirait des remontées d'huile dans les cylindres rapport à mes segments qui laissent à désirer. Et certainement un pur tech. Flash va vouloir terminer rapidement et va littéralement bâcler le travail. Si on fait un travail, c'est par passion, faut mettre du cœur, il va pas faire une route dégueulasse. Même Martin, il arrive pas à rouler sur la route. Tu reprends la bétonneuse, tu vas me refaire ça, allez. Flash McQueen est méchant, Flash McQueen est hautain, Flash McQueen prend Martin pour un con, et vu que ça commence à casser un peu les couilles à Doc Hudson, il va provoquer Flash McQueen en duel. Doc propose à Flash de faire une course, et si Flash gagne cette course, il est libre. Évidemment que face à une telle proposition, Flash accepte, mais je vous rappelle que Flash, il est super con, et Flash, il s'est pas renseigné sur le fait que Hudson Hornet a gagné plein de courses de NASCAR. La Hudson Hornet est une voiture qui est très victorieuse en NASCAR, enfin l'équivalent du NASCAR à l'époque. Doc et Flash se préparent à faire la course, et Flash McQueen y est peut-être plus rapide que la lumière. En attendant, Flash McQueen, il est monté en pneu slick.
sur de la terre. Fort de ce constat, Doc prend même pas le départ puisqu'il sait que de toute façon, Flash McQueen va se sortir tout seul. Pas loupé, il sort tout seul. Et vu qu'il a perdu la course, Flash McQueen n'a plus le choix, il doit réparer la route. Petit passage un peu sympa du film où on découvre les différents habitants de Radiator Springs. On découvre aussi leur caractère, leurs fonctions et qui sont tous un peu attachants. Et au petit matin, c'est officiel, Flash McQueen a encore disparu. Et cette fois-ci, Flash McQueen n'a pas essayé de s'échapper, mais il est parti s'entraîner. Il est possible que la veille, il ait été un peu piqué de s'être fait taxer par une vieille voiture qui a même pas roulé. Sauf que là, il est pas sur du goudron, Flash McQueen, il est sur la terre. Il met trop de gaz, il sous-vire, il surbraque et c'est officiel, Flash McQueen ne sait pas drifter. Flash McQueen, la voiture de course, la racing car, V8 full race, je rappelle, c'est marqué sur mon t-shirt. Il y a des gens comme ça, c'est les pilotes grip. Dès que ça glisse un peu, ils sont perdus. Ça y est, oh là, il y a 3 gouttes de pluie, je sais plus quoi faire, Flash McQueen. Je spoil un peu, mais Martin, dans un spin-off, sait drifter. Martin, la dépanneuse, qui est con comme ses jantes. Martin sait drifter. Flash McQueen ne sait pas drifter. Ça sert à rien de pleurer derrière votre écran, c'est factuel. Voyant la scène et un peu content que Flash McQueen n'ait pas pris la fuite, Doc va donner quelques conseils à Flash McQueen avec le fameux... Si tu braques suffisamment fort à gauche, tu te retrouveras à virer à droite. Le contre-braquage, c'est tout. C'est une voiture de course, il devrait savoir ça depuis la semaine dernière. On avance un peu dans le film, Flash est insupportable, Flash répare la route de la ville, et Flash se fait draguer par Sally, la 911, l'avocate. C'est le moment du film un peu rigolo, mais il y a un petit love interest entre Flash McQueen et Sally, la 911. D'ailleurs, à un moment, il lui mate le cul. Parce que juste après, dans une scène, il voit qu'elle a un tatouage tribal sous l'aileron arrière. Donc, il lui a maté le cul. Je suis désolé, pardon de dire les termes, pardon, je casse la magie, je sais que c'est un Pixar, je sais que c'est pour les plus jeunes, mais il y a un moment, c'est joli une 996, je suis le premier à le dire, ça a plein de charme, c'est une très belle voiture. On peut le dire, Sally est plutôt une belle carrosserie, voilà. Quelques péripéties plus tard, on apprend que Flash McQueen et Sally ont un petit faible l'un pour l'autre. D'ailleurs, c'est Sally qui fait le premier pas, parce qu'elle l'invite à venir dormir dans son hôtel, le Cozy Cone. Et on apprend aussi au passage que Martin est champion du rétropilotage, qui est une compétence pas très utile, mais surtout que Flash n'a pas de rétroviseur. Et on va apprendre le lendemain que Doc Hudson cachait peut-être quelque chose. Vous vous rappelez quand je vous disais que Doc Hudson avait l'air d'avoir quelque chose contre les voitures de course? Parce qu'en fouillant dans la réserve de Doc, Flash apprend que Doc Hudson est en réalité le fabuleux Hudson Hornet. Je trouve le titre incroyable. Fabuleux Hudson Hornet. Le mec pèse tellement qu'on l'appelle le fabuleux Hudson Hornet, d'accord? Oh, je pourrais renommer la chaîne. Le fabuleux Sylvain Live. Tout le monde se désabonne. Et c'est à ce moment-là du film qu'on apprend que Doc Hudson a en réalité remporté 3 fois la Piston Cup. En 51, 52 et 53. Et c'est ça qui est beau parce que Doc il est humble, Doc il l'a dit à personne, Doc il gardait ça pour lui, c'est du passé, c'est son ancienne vie. Et vu que Flash McQueen est quand même un peu un trou du cul sur les bords, là d'un coup comme par hasard le discours change. Parce que la dernière fois que Doc Hudson lui a donné des conseils, il a rien écouté, mais alors là comme par hasard il y a 3 coupes dans le garage, bah là il écoute tout, hein. Bah oui, bah super. C'est vrai que quand j'y pense j'ai un t-shirt d'un connard en fait. Doc Hudson est humble, Doc Hudson n'a dit à personne, Doc Hudson dégage Flash McQueen. Mérité. Et on arrive au croustillant du film puisque Sally lui propose un date. T'es né la semaine dernière, tu penses déjà aux meufs. Allez, c'est le moment. Qui peut s'asseoir à la table de Flash McQueen et dire qu'il a un date au bout de 7 jours d'existence? C'est une machine de course. Il est là pour en découdre, il est là pour pistonner. C'est un passage du film qui est un peu sympa, déjà parce que c'est merveilleusement animé. C'est rythmé, c'est sympa, la DA est belle, c'est beau et en plus, Sally c'est une Porsche 911. Je le dis pas en mode, c'est cool que ce soit une Porsche parce que ça serait n'importe quel autre modèle que ça serait la même chose, mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment fait une Porsche. C'est là où le film il est généreux, c'est là où le film il est vraiment sympa, c'est qu'ils ont fait une Porsche. Ce qui est beau, c'est que les créateurs du film sont allés dans les détails de la Porsche 911, même la bande-son, c'est une vraie bande-son de Porsche 911. Et c'est ça que je trouve magnifique dans le film Cars, c'est que c'est des détails pour les passionnés de bagnole. Sally, c'est une Porsche, elle a les détails d'une Porsche et elle fait un bruit de Porsche. Faut quand même se rendre compte que t'as plein de films de bagnole, de vrais films de bagnole qui ont des fausses bandes-son à la place des moteurs. Par exemple, Fast and Furious, c'est-à-dire littéralement le film de bagnole. Il y a plein de fois les bandes-son correspondent pas aux voitures dans un film de bagnole. Cars, hein, un film d'animation pour enfants, fait mieux bagnole que des films de bagnole. Je trouvais ça important de préciser. Je sais que plein de gens n'auront rien à foutre, mais franchement, quand t'aimes la bagnole, putain, ça fait du bien. C'est bien ça, bravo les gars, bravo. Je me permets de faire une petite pause sur cette scène et je vais vous le montrer directement. Non, parce que c'est important. T'as Sally et Flash qui roulent ensemble, c'est rigolo, c'est joli. T'as Sally qui passe dans une flaque d'eau et qui éclabousse Flash, jusque-là, y a pas de problème. Elle repasse dans une flaque, elle l'éclabousse encore. Et là... Attends, remets la scène pour voir. Voilà, là c'est une flaque d'eau. D'accord, ok. Jusque-là, d'accord. Et là on est tous d'accord que quand tu regardes la route, il n'y a pas de boue. Il n'y a pas sur la route. Tu peux nous expliquer d'où vient la
Bouh, Sally. On avance un peu et on apprend à la suite de cette balade qu'autrefois Radiator Springs était une ville florissante. Sally raconte que Radiator Springs a été tué par l'autoroute et que pour gagner quelques minutes dans leur trajet, les gens ne font plus le détour par Radiator Springs. Le film essaye de nous faire passer des notions de voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. L'autoroute c'est pas bien, l'essence elle est trop chère, les sandwichs triangles ils sont dégueulasses de toute façon. Arrête-toi Radiator Springs, en plus il y a Martin. Et on apprend aussi qu'un jour, Martin était jeune et bleu. J'étais devant le film, j'ai vu ça, j'ai dit putain, anecdote incroyable, Martin est bleu. Et maintenant que je vous le dis, je me rends compte qu'on en a strictement rien à foutre. Quand Martin était jeune, de quelle couleur était-il? Si un jour il y a une question, un jeu de culture, je saurais que Martin était bleu. Flash McQueen s'intègre, commence à se faire des amis et va retrouver Hudson Hornet qui lui apprend le drift. On en profite pour rentrer un peu plus dans l'histoire de Doc Hudson et on apprend qu'il a eu un gros crash en 54. Crash tellement fort que ça l'a forcé à arrêter la compétition. Petite référence au Cadillac Ranch d'ailleurs, œuvre d'art qui existe réellement dans le désert, dans la vraie vie. La vraie vie, c'est la même. Ils ont recopié même le... c'est la même. Oui, en fait, il y a un mec qui un jour a planté des voitures dans le désert par le capot, comme ça. Et toute la ville se réveille le matin pour se rendre compte que la route est terminée. Et ils sont tous tristes parce que Flash McQueen est parti. Et alors que tout le monde pensait que Flash McQueen était parti, en fait, il était parti acheter des pneus chez Luigi. Flash McQueen est devenu gentil dans la nuit. Alors c'est un Disney, ça va très vite la transformation. On a le droit à un moment de cohésion avec la ville. Il va voir chaque habitant de la ville, il profite de chacun de leurs services, il se fait même relooker intégralement. À un moment, ils lui font même un skin inspiré de la Corvette C1 qui est incroyable. C'est le moment où il a le plus de flow. Et on le reverra plus jamais. Ça dure 3 secondes, il a du flow. Et c'est fini. Moment d'émotion, de joie, toute la ville est réunie et Flash McQueen est devenu gentil et a même pris une journée de son temps précieux pour rendre service à tout le monde. Même s'il a pas rendu service à tout le monde parce qu'il a pas encore pistonné Sally dans son cône. Ah merde! Attention, c'est le genre de bagnole qui a des problèmes d'IMS, ça casse facilement. Sauf que c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir que le film avance et c'est le retour à la réalité. Flash McQueen, qui je rappelle était porté disparu, est enfin retrouvé par les médias. D'ailleurs, je trouve ce moment très bien illustré parce que le rythme d'un coup change. Sans le dire expressément, le film nous apporte l'information que le monde moderne l'a rattrapé. On n'a plus le temps de profiter. Radiator Springs, c'est vieux, on profite. Le monde moderne, c'est rapide, on profite pas. Il y a 2 anecdotes dans ce passage du film. Déjà, Harvey, son agent, n'est toujours pas là et se réjouit qu'il ait disparu. Sympa l'ambiance. Et on apprend aussi, et ça me semble assez important, mais personne n'en parle, que les voitures ont une religion. Évidemment, Mac y revient pour venir chercher Flash McQueen, et là il dit... Loué soit le grand constructeur! Genre, il y a un dieu. À titre personnel, je ne suis absolument pas dans la religion. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais s'il y a un dieu qui s'appelle le grand constructeur, là, ça commence à me brancher. Le grand constructeur. Oula, je suis tombé sur un site. Attends, par contre, je blague pas, je suis tombé sur un site. La phrase que j'ai préférée, c'est celle de Cars 1, où Mac, la remorque, fait une référence voilée à la figure maçonnique très connue du grand architecte de l'univers, loué soit le grand constructeur. Voilà, je suis pas fou. Il y a un autre mec fou sur Internet qui a constaté la même chose que moi. Je crois que rien n'est anodin. C'est habillé d'un film d'animation jeunesse. On peut y entrevoir le programme des ténèbres. Mais on voulait juste faire le joint de culasse de Sally, qu'est-ce qu'il ouvre sa gueule, lui? Une fois que tout ça c'est dit, faut aller en Californie, on est en retard. Sauf que twist de fou! La personne qui a appelé les journalistes pour retrouver Flash McQueen, c'était en fait Doc. Le problème c'est que Doc, il en avait ras la casquette de voir Flash McQueen et que Doc, il a appelé les journalistes pour dégager Flash McQueen. C'est pas propre ça, Doc, hein. On est de retour en Californie pour la dernière course. C'est d'ailleurs en arrivant en Californie qu'on revoit Mia et Tia, qui ont changé de camp. Il y a 1 heure de ça, c'était les plus grandes fans de Flash et elle lui montrait les phares. Hein. Et c'est à ce moment que le film, encore une fois, est très fort dans sa construction, puisque le film a fait une boucle. On est de retour dans la remorque, devant une course très importante, avec Flash qui dit « Je suis rapide ». On a le droit à la petite parade de Piston Cup. Alors, il y a du monde par contre dans leur stade, hein. T'as vu le nombre de bagnoles qui sont venus voir l'événement? Pour 3 caisses, hein. Quand t'es là-haut, tu vois que dalle, hein. Sauf que le problème, c'est que Flash, il est pas dans la course parce que Flash, il a perdu ses amis. Alors, il a aussi perdu Sally parce qu'il fait que voir le cul de Sally dans le cul de Chick Higgs, donc bon, hein. Si on pouvait recentrer les priorités, s'il te plaît, Flash. Sauf que double twist, les amis de Flash de Gladiator Springs sont venus le voir. Et c'est pas tout parce que Flash a gagné un nouveau directeur de course. Le fabuleux Hudson Hornet. Je vous le dis directement, comme ça y a pas de secret entre nous, c'est le premier moment du film où j'ai chialé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai chialé. On est quand même dans un film Disney, et bien sûr avec le fabuleux Hudson Hornet dans les oreilles. Évidemment que Flash McQueen, il est en feu. Et alors qu'il ne reste que 20 tours, Flash McQueen rattrape son retard. Et alors qu'il arrive à la hauteur de Chick Higgs, à la hauteur du 2e de la course, tentative de meurtre, encore. Non mais Chick Higgs, il est comme ça. Il y a un truc qui arrive à sa hauteur, coup de pare-choc. Je suppose qu'ils vont encore noter
noter ça comme un incident de course et pas comme une tentative de meurtre. Mais la triple twist, il roule en marche arrière grâce à Martin sans les rétros. Et alors qu'il reste plus que 10 tours, Flash McQueen se refait sortir par l'autre trou de balle. Toujours aucun drapeau. Et alors que tout va se jouer sur l'arrêt au stand, heureusement il reçoit l'aide de Guido Pitstop. À tout hasard, je le place ici pour Guido s'il nous regarde, il y a de la place chez Ferrari. N'hésite pas, t'envoies un CV, je pense qu'ils te prennent. Et alors qu'on arrive au dernier tour, 30e twist de l'histoire du film, Flash McQueen se refait sortir. Ça fait 4 fois qu'il le sort quand même. Et là, incroyable, Flash McQueen s'est drifté. Alors que tout semble perdu, alors qu'il est dans l'herbe, Flash McQueen se rattrape avec un drift de fou. Le drift, il est tellement fou qu'il va plus vite en drift que les autres en ligne droite. Là, alors depuis qu'il a inventé le drift, il a même changé les règles de la physique. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands champions. Et alors que tu te dis que ça va, c'était le 30e twist du film. Vous devinerez jamais, mais Chick Higgs, le mec qui a sorti 6 voitures auparavant, ressort une voiture. Sauf que cette fois-ci, il s'en prend pas à Flash McQueen, cette fois-ci, il s'en prend au King. Et pour le coup, c'est la première fois dans la série qu'on te montre un accident aussi réel. Genre, c'est vraiment un gros crash. Et évidemment, ça fait écho à la fin de carrière de Doc Hudson. Et à ce moment-là, j'ai rechialé parce que twist de fou. Alors que Flash McQueen peut gagner la course, il a gagné la Piston Cup, il est devant, il lui manque que quelques mètres pour gagner, il s'arrête avant la ligne. Et à ce moment-là, on comprend pas pourquoi Flash McQueen n'a pas franchi la ligne, pourquoi Flash McQueen a refusé de gagner. Parce que Flash McQueen va aider le King à passer la ligne en le poussant. Et ça, putain, ça. Et le film est beau pour ça, le film nous montre des bonnes valeurs, le travail, l'entraide. Alors, le film nous montre aussi qu'il est pas disqualifié. Je pense que personne ne regarde cette course en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a personne qui regarde. Heureusement, rassurez-vous, et même s'il est arrivé premier devant les autres, tout le monde le déteste. Les Miata ont encore changé de camp. La femme du King embrasse le cul de Flash McQueen. Je dis ce que je vois. Hein. Et même s'il a perdu, Flash McQueen a montré de si belles valeurs qu'on lui propose une place chez Dinoco. Et alors que l'histoire est déjà belle, il y a encore plus beau parce que Flash McQueen, il a appris le drift, l'amitié, l'entraide et aussi la loyauté. Alors qu'on lui propose une place de rêve chez Dinoco, Flash McQueen reste chez Rust-eze parce qu'ils l'ont soutenu depuis le début de sa carrière. C'était le pire d'entre nous, c'est devenu le meilleur. Martin fait un tour d'hélicoptère, ça nous évitera de l'avoir avec nous. Et on a le droit à une sorte de grande scène post-crédit dans laquelle on voit Michael Schumacher. Flash McQueen m'a dit que c'était ici qu'on trouvait les meilleurs pneus du monde. Vous avez peut-être pas compris ce que je viens de dire, mais dans le film, il y a Michael Schumacher, le vrai, interprété en personne par Michael Schumacher en allemand, en anglais, en italien et en français. Spero che il tuo amico si riprenda. Mi dicono che siete fantastici. La voix française de Michael Schumacher dans Cars 1, c'est la véritable voix de Michael Schumacher qui parle en français. Peut-être que vous en avez rien à péter, j'étais comme un ouf devant ma télé. Michael Schumacher. Et c'est comme ça que se termine Cars 1. Cars, c'est bien. Et j'ai changé de t-shirt et de coupe de cheveux. Que ciao. Même si en soi ça reste un film pour enfants puisque plein de passages dans le film sont assez enfantins, c'est aussi un film qui s'adresse aux adultes. C'est un tour de force qu'on retrouve dans pas mal de films Pixar avec une double lecture qui est vraiment agréable. Par exemple, le film Wall-E, toujours de Pixar, a vraiment une double lecture. Si t'es un enfant, tu passes un vrai bon moment puisque le film est rigolo et vraiment sympathique. Et si t'es un adulte, tu passes un mauvais moment parce que le film est assez funeste et que t'as envie de te foutre en l'air après avoir vu le film et la critique du capitalisme qu'il propose. Allez, ciao! Et c'est toutes ces choses qui font que le film Cars est une vraie réussite. Et à l'instar de la réception critique qui est plutôt bonne, l'accueil commercial est lui aussi plutôt bon, puisqu'il a atteint 500 millions de dollars au box-office. 500 millions de dollars, dit comme ça, t'as l'impression que c'est énorme. Et en soi, c'est énorme, on est d'accord. Mais pour vous donner à peu près une idée, le film Bienvenue chez les Ch'tis, rapporté à toutes ses sorties mondiales, aurait rapporté autour de 240 millions de dollars. On est d'accord que ça marche très bien, mais seulement 2 fois Bienvenue chez les Ch'tis par rapport au box-office américain, c'est pas non plus phénoménal. C'est un peu fou à dire, mais 500 millions de dollars, c'est dans les mauvais scores de Pixar. Surtout qu'on parle d'un film qui a coûté 120 millions de dollars, quand même, oui. Encore une fois, ça peut paraître un peu fou, mais 120 millions de dollars à l'échelle de Pixar, c'est pas non plus dans les plus gros. On n'a pas la même échelle de carte bleue. Et même si les résultats du premier film Cars sont plutôt bons, dans l'ensemble, à l'échelle de Pixar, ça ne justifie pas de faire une suite. Quand tu vois certains scores au box-office d'autres films Pixar, disons que Cars au milieu, c'est vraiment
vraiment une broutille. Il faut remettre dans le contexte que le studio Pixar est très exigeant sur les suites, et même si le film est un succès absolu, ça justifie pas forcément une suite. Rappelons-nous quand même que Le Monde de Nemo, qui est sorti en 2003, qui a été un succès mondial incontestable, n'a vu sa suite apparaître qu'en 2016. T'imagines que même quand le film est un banger absolu avec des entrées de fou et des critiques de fou, parfois il y a 13 ans avant une suite. Autre exemple, Ratatouille, qui a été un succès exceptionnel et qui est sorti en 2007 et qui pour l'instant n'a toujours pas de suite. Le petit truc que j'ai oublié de préciser, c'est que Cars, au-delà d'être un film, est aussi un incroyable support pour les produits dérivés. T'as des licences qui sont assez difficiles à mettre en avant en termes de produits dérivés et qui du coup ne donnent pas forcément une espérance de vie exceptionnelle au film. Typiquement, Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois, t'as un bon succès au box-office, après pour vendre des produits Bienvenue chez les Ch'tis derrière, c'est plus... Alors, il paraît qu'il y a eu un jeu sur Wii qui apparemment est abominable. Et quand tu réfléchis bien, le film Cars est parfait pour les produits dérivés. C'est si facile de vendre des produits Cars qui ressemblent à tout et n'importe quoi, comme des displays et des posters Cars, ou encore des figurines Cars, ou encore des Lego Cars, ou des t-shirts... Je pense que vous vous représentez pas à quel point les produits dérivés Cars ont rapporté d'argent. Si on compte l'ensemble des produits dérivés Cars, comme les jeux vidéo, les courts-métrages, les vêtements, les accessoires, les figurines et j'en passe, la franchise Cars aurait rapporté plus de 10 milliards de dollars sur son seul premier film. 10 milliards. Donc, Cars 200 en 2011 essouffle sur l'agent Leyland Turbo, une Jaguar type E qui s'adresse à l'agent Finn McMissile, un autre agent secret. Il lui laisse un message puisqu'il aurait découvert une conspiration et il a besoin d'aide. Ça dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et personne n'en soupçonne l'existence. Tu pourrais te dire que le 1 a bien marché, qu'il suffisait de copier-coller la recette et puis que ça irait très bien. Pas du tout, sont partis à l'opposé. Et si dans le premier film, c'est mignon, c'est sympa, c'est inoffensif, dans le 2, c'est un complot mondial pétrolier. Si l'affiliation à l'agent Leyland Turbo, qui est d'ailleurs une référence à la British Leyland, une grande marque anglaise qui est aujourd'hui disparue, est une type E, ça se voit, c'est assez évident. L'agent Finn McMissile, pour le coup, c'est un peu différent parce que t'as tendance à l'associer à la DB5 de James Bond normale, mais pour le coup, bah ça lui ressemble pas vraiment. Je suis désolé, je l'ai sous les yeux actuellement, Finn McMissile n'est pas une DB5. J'aurais plutôt dit que ça ressemble quand même à une Volvo P1800S. Vu qu'il y avait un doute, on s'est renseigné et on est allé chercher jusqu'à une interview des créateurs de Finn McMissile et apparemment, ce serait principalement inspiré d'une Peerless GT. Mets-moi la Peerless GT et Finn McMissile à côté et regarde bien que ça ressemble vachement plus qu'une DB5. Finn McMissile, donc, claire référence à James Bond, et on apprend dans la scène d'introduction qu'il a un grappin intégré et qui roule sur les murs. Et alors que ça fait seulement 5 minutes que le film a commencé, ça part en couille. On apprend dans la scène d'ouverture qu'il existe une organisation maléfique secrète menée par le professeur Zundap. Professeur Zundap qui est d'ailleurs littéralement une Zundap, genre c'est vraiment un modèle qui a existé pour le coup et qui s'appelait Zundap, et qui est, et excusez-moi des termes parce que c'est littéral, un terroriste. Et comme si ça suffisait pas, on revoit quelques secondes plus tard l'agent Leyland Turbo mort en cube. Ça fait à peine 5 minutes que le film a commencé et on apprend que les concepts de terrorisme, d'organisation secrète et de mort existent dans le film Cars. C'est même pas genre suggéré, sous-entendu, ou à un moment on le voit plus, on le voit en cube, compacté. Ça tire dans tous les sens, ça court, ça saute, ça explose, course-poursuite dans un toboggan avec des mini-voitures, et Finn McMissile meurt à cause d'une torpille. Voilà, merci, fin du film, bonne journée, au revoir. Je vais faire un truc pas cool, je vais spoiler un peu. Il est pas vraiment mort. Je sais, ça fait un choc. On retrouve ensuite Martin à Radiator Springs qui nous apprend en dépannant une voiture que même moteur mort, les voitures vivent encore. Donc on a l'information, c'est pas parce que le moteur de la voiture est mort que la voiture est morte. Attention, on peut avoir une voiture moteur mort, mais que la voiture est encore vivante. Donc c'est décorrélé en fait. Excusez-moi de relever ça, mais pour le coup c'est une notion qui reviendra un peu plus tard et qui est un petit peu floue dans le film. Non, parce qu'il y a d'autres morts après dans le film. Enfin, vous regardez toujours Cars 2, je vous rassure. Et on retrouve Flash McQueen qui a gagné entre les deux films 4 fois la Piston Cup. Anecdote, le saviez-vous, mais en fait dans les années qui séparent les films, il y a vraiment dans le lore de Cars des gagnants de la Piston Cup. Donc ça c'est le point positif, et entre-temps Doc Hudson est mort. Typiquement pour Doc Hudson, ils sous-entendent qu'il est mort, tu vois, il manque à tout le monde, il est plus là, alors on sait pas vraiment, il est mort. Il est mort, si, il est mort, on sait très bien. Il a dû nous faire un joint de culasse, je suppose, mais en tout cas ils lui ont fait un musée à son effigie. Pourquoi pas? Cars 2, c'est quand même le film où on apprend plein de trucs dans le lore de l'univers Cars,
Cars, notamment que les voitures se font des dates aux chandelles avec un Flash McQueen qui a clairement envie de baiser un peu Sally. On nous présente ensuite l'intrigue du film. On découvre Miles Axelrod, un Range Rover milliardaire aventurier qui a fait fortune dans le pétrole et revendu son entreprise pour se consacrer à 100% à l'électricité, et qu'il organise une course ultime. Certainement une ref au Cell Games dans DBZ, mais avec des voitures. Et on apprend que cette épreuve, le World Grand Prix, va être l'occasion d'essayer un nouveau carburant du futur révolutionnaire, l'alinol. On en profite également pour nous présenter l'antagoniste de Flash McQueen, un certain Francesco Bernoulli, qui est une Formule 1, qui d'après le film est annoncé à 220 miles par heure de vitesse de pointe, c'est-à-dire 354 km/h, et vous allez voir que ça a son importance parce que j'y reviens dans 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Martin la dépanneuse, le meilleur ami de Flash McQueen, mais aussi le ressort comique du 1, fout un peu le bazar, c'est-à-dire qu'il fait absolument n'importe quoi. Il va prendre la défense de Flash McQueen et provoquer Francesco Bernoulli en duel. Le truc qui personnellement a attiré mon attention dans cette scène, c'est que Sally, la copine de Flash McQueen, elle regarde bien Francesco. Hein. Francesco Bernoulli. T'as vu Francesco? Pas mal, il a un fuselage très agréable à regarder. Et on découvre un nouveau skin pour Flash McQueen qui a maintenant des phares. Il a mis 6 ans pour comprendre qu'il fallait des phares. 6 ans. Il n'y aurait pas eu tout le film 1 s'il avait eu des phares. Flash McQueen et ses amis s'envolent donc pour le Japon pour disputer les Cell Games. Le World Grand Prix, pardon. C'est l'occasion de découvrir quelques petites scènes rigolotes avec même Martin qui fait de l'appropriation culturelle. Et on se retrouve la veille de la course à une soirée organisée pour les champions qui accueille Sir Lewis Hamilton. Cars 1 avait le véritable Michael Schumacher, excusez-moi du peu, Cars 2 a Lewis Hamilton, doublé en anglais par Monsieur Lewis Hamilton. Over here, Lewis! Hey man. Ce qu'on remarque un peu moins dans cette scène, c'est que Lewis Hamilton est accompagné de Jeff Gorvette, en référence à Jeff Gordon. Vu que c'est Lewis Hamilton et que c'est quand même un grand champion, il a carrément éclipsé le mec qui est 4 fois champion de NASCAR juste à côté de lui. Alors il y a des péripéties, il se balade un peu dans la soirée, il passe un super moment. On a une F430, une Nissan Figaro, il y a de la vieille BM, Maserati, 996, il y a une autre Sally littéralement. Il y a une MX5 et une Peugeot 207. Il y a de la caisse hein, quand même, hein. C'est pas mal de références à la caisse quand même. Hein. Quelques péripéties plus tard, on s'aperçoit surtout que Martin commence à faire un peu honte à Flash McQueen. Vous allez voir que le concept de Martin qui fait n'importe quoi, genre Martin qui va taper aux fenêtres, Martin qui gueule, Martin qui court partout, Martin qui fout la honte à tout le monde, c'est un truc qui va revenir assez régulièrement quand même. J'espère que vous aimez bien cette vanne, parce que c'est que ça. Martin commence à foutre la honte à Flash McQueen et re-rencontre Francesco qui lui montre son cul. Hop là. Il lui montre son cul. C'est comme si je m'étais tatoué Ciao des Piero sur le cul et que je l'avais montré au Grand Prix Explorer. Et ça aurait été pas mal. Je sais qu'on est dans un film d'animation et que naturellement c'est pas réaliste, c'est pas représentatif de la réalité, mais pour le coup dans la vraie vie, F1 contre NASCAR, y a pas débat. Hein. Accélération, vitesse de pointe, freinage, aéro, rien, hein. Mais rien, y a pas de discussion. Hein. C'est arrivé à quelques rares occasions que Formule 1 et NASCAR tournent sur le même circuit pour faire un chrono. La dernière référence en date qu'on a, c'est au circuit des Amériques à Austin. Et alors que la pole position en NASCAR en 2023 était à 2 minutes 12, la pole position en Formule 1 était à 1 minute 34. Il y a quasiment 40 secondes d'écart à circuit équivalent. Donc il n'y a pas débat. Je me permets de préciser le timecode à 22 minutes 44 puisque c'est à l'exacte seconde où j'ai commencé à me faire chier. Et pendant le discours de Miles Axelrod pour ouvrir le World Grand Prix, on retrouve Finn McMissile, qui retrouve une autre agent secrète qui va nous en apprendre un peu plus sur l'intrigue du film. On apprend que le gisement de pétrole dont on parlait au début est en réalité énorme, et que les Américains auraient envoyé une voiture pour essayer d'enrayer le complot. Sauf que les méchants, dans le même temps, auraient brouillé les satellites et qu'on comprend plus rien. Dans l'ensemble, c'est pas si compliqué que ça va, c'est quand même un film Cars, on comprend ce qui se passe, mais j'en ai rien à foutre, je m'en fous. Alors je comprends qu'il y a des gens qui vont adorer le concept de film d'action dans un film de bagnole et tout. Viens, on fait des courses de bagnole. Le 1 était super, genre intrigue, discussion, complot, et on apprend que les méchants sont présents à la soirée d'inauguration. Peut-être que les méchants sont liés aux gentils, mais peut-être que les gentils sont pas si gentils qu'ils veulent bien le faire croire. C'est un film Cars, toujours. Donc d'un côté, t'as tout le complot, l'intrigue avec les gens qui réfléchissent et tout, et t'as Martin qui est insupportable. Encore, tout le temps. Je vous dis, c'est tout le temps la même corde. Et alors que Martin mange du wasabi, que Martin est insupportable et court partout, on découvre le casting du World Grand Prix. Et le casting est incroyable. Genre vraiment, si vous pouviez faire cette course en vrai, pitié que quelqu'un organise cette course en vrai. Alors, elle serait absolument pas équilibrée et je pense que ça serait même pas très sympa à regarder. Mais putain, quel bonheur! Y a tout, c'est pas compliqué, y a tout le monde. Excusez-moi, mais on a quand même dans la même course une Formule 1, une IndyCar, plusieurs protos d'endurance, notamment des équivalents hypercars, du DTM, une GT, une voiture de WRC, du NASCAR et Lewis
Hamilton. Il manque une Citroën C1. Excusez-moi, si cette course existait, putain, je paye ma place, hein. On a ensuite Martin qui fait irruption sur la scène, qui fout la honte à absolument tout le monde en 4K Full HD, et on apprend d'ailleurs dans cette scène que les voitures peuvent se pisser dessus. Évidemment, Martin fout la honte, et c'est la première fois que Flash McQueen et Martin vont s'engueuler dans Cars 2. Vont s'engueuler plein d'autres fois après. Martin fonce aux toilettes, et alors qu'il est en train de poser sa crotte, une bagarre éclate juste à côté de lui. C'est comme ça qu'on découvre le fameux agent américain qui est nommé dans les crédits comme Rod Redline. Salut, c'est Rod Redline. Voilà, donc on a Martin qui se prend un jet d'eau dans le cul, et l'agent américain qui est en mauvaise posture pose quelque chose sur Martin. C'est un traceur GPS. J'avance dans le film sinon. Et c'est comme ça que va naître le premier quiproquo du film, puisque Martin, avec sa balise GPS sur les fesses, va être pris pour un agent américain. L'ensemble de l'intrigue et la blague sur Martin qui est un agent secret tient d'un quiproquo qui pourrait être désamorcé en une phrase. Je suppose qu'il fallait que le film puisse continuer, donc on continue avec ce quiproquo. On découvre quelques instants après l'agent américain qui a été capturé par les méchants et à qui on injecte de l'alinol. Vous savez, le fameux carburant révolutionnaire, l'éthanol. Ils le font tourner à l'éthanol. Et c'est dans cette scène qu'on apprend le plan des méchants. Si on soumet l'alinol à un champ électromagnétique, notamment celui émis par une caméra de télévision piégée, il fait exploser le bloc moteur. Encore une fois, allusion à une carte au éthanol mal faite. On a vu quand même quelques minutes avant que moteur mort ne veut pas dire voiture morte, mais pour le coup, il a l'air quand même vachement mort là. On assiste du coup à la première course avec d'ailleurs petite anecdote et une référence dans les commentateurs à David Hobbs, qui était un ancien pilote devenu commentateur doublé en français par Jacques Villeneuve. Mais je doute que ce soit suffisant pour empêcher Francesco Bernoulli de l'emporter au la main. Le même qui commente la Formule 1 le week-end. On nous présente ensuite la course qui va se dérouler sur un circuit urbain en tentant de nous justifier un semblant d'équilibrage. Hein. Encore une fois, dans les faits, la Formule 1 plie tout le monde, mais de très loin. Hein. On apprend quand même au passage que ce circuit inclut une partie en terre battue, une F1 sur de la terre battue avec des protos du Mans et une voiture de WRC en même temps. Je veux voir ça, je payerais si cher. Et c'est aussi à ce moment du film qu'on découvre une voiture de rallye française, Raoul ça roule. Référence assez évidente à Sébastien Loeb. Mais l'anecdote qui me semble être la plus importante dans cette histoire, c'est que Citroën a menacé Pixar de procès. C'est Jay Shuster, le directeur artistique des personnages, qui va révéler cette information dans une interview. Ils ont rien compris. J'aurais été Citroën, j'aurais été si content d'être dedans. La pub gratuite internationale, la reconnaissance de faire partie de l'échiquier. Je te rappelle que t'es comparé à des grosses caisses. Et Citroën, ils font un procès. Et on assiste enfin au départ de la première course. Et j'avoue que la scène est vraiment chouette. L'animation est vraiment travaillée, le rythme est impeccable et on a toujours les vrais bruits des moteurs. Et alors que la course se déroule, les méchants commencent à exécuter leur plan. Avant de voir que Martin est présent dans les stands. Il y a toujours cette blague du quiproquo sur Martin, je pense qu'on a compris, on peut avancer. On a le droit ensuite à une longue scène de bagarre, de péripéties, Martin qui est insupportable, Martin qui coupe pas son micro, Martin le quiproquo, Martin qui fait chier tout le monde. Pardon, je le prends très personnellement, un peu trop même. La police arrive, course-poursuite entre les méchants et les gentils, cascade, ça saute partout, ça pète partout. Et vu que Martin ne sait visiblement pas couper un micro, pardon, c'est un bouton, y a pas grand chose à faire, Martin finit par déranger Flash McQueen pendant sa course. Et à force de déconcentrer Flash McQueen, Martin va finir par lui faire perdre la course. Je trouve quand même déjà très respectable que Flash McQueen ait été autant leader face à une Formule 1. Encore une fois, l'histoire elle aurait dû durer 2 virages. Et c'est officiel, mais Flash McQueen perd la première course du World Grand Prix. Forcément, Martin et Flash McQueen se prennent la tête, Martin est insupportable, je peux pas le voir. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui aiment le personnage de Martin, et c'est super pour vous, il y a plein de place pour vous à l'asile psychiatrique. Ce qui va être d'ailleurs l'un des plus gros ressorts du film Cars 2, Flash McQueen et Martin s'engueulent. Pourquoi tu hurlais sans arrêt des trucs dans le casque pendant que je courais? Non, c'est juste que j'ai assisté à un truc incroyable, une démonstration de karaté en pleine rue par des vrais professionnels. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ça t'a dérangé? C'est à cause de toi que j'ai perdu la course. C'est vraiment pour ça que le film il m'a saoulé. Je veux dire, il aurait mis son micro sur mute, il n'y avait pas d'histoire. Il y aurait eu une seule phrase d'explication avec les gentils, il n'y avait pas de quiproquo. Tout le scénario ne tient qu'à un mot, flemme. Voilà, c'est ce mot-là. Le truc que j'ai pas précisé jusqu'ici, c'est que les méchants ont quand même commencé à mettre en place leur plan et que dans la course qui est regardée dans le monde entier, il y a quand même eu 3 voitures qui ont explosé. Visiblement, ça ne dérange personne que des voitures explosent en course comme ça, alors que je rappelle que pour certains, c'est des célébrités. Vous allez voir encore une fois que les règles
règles de course, c'est quand même un concept, hein. Et puis lointain le concept, hein. Et vu que Martin est quand même assez dérangeant et pas à sa première gaffe, ses proches, en toute amitié, décident de le mettre dans l'avion. Super ambiance dans la team. Ciao! Sauf que l'intrigue ne s'arrête pas là, puisque Martin est poursuivi par les méchants, ce qui nous donne lieu à une course-poursuite exceptionnelle dans l'aéroport. Il y a des missiles, des avions, des explosions, j'avoue, j'ai adoré ce passage. Il y a une mitrailleuse sur l'avion, mais quand même, regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors que les agents secrets essayent de retrouver le commanditaire de l'opération, les talents de dépanneur de Martin, quand il est pas occupé à draguer sa collègue agent secret, Qu'est-ce que vous êtes jolie. Merci beaucoup. lui indique que le moteur du grand méchant serait particulièrement pas fiable. Il faut bien que toutes ces années de YouTube de bagnole servent à quelque chose, j'ai trouvé qui c'était. Typiquement, ça j'ai bien aimé par exemple, parce que si tu t'y connais un peu en bagnole, tu arrives à savoir qui est qui. C'est donc malgré lui que Martin est embarqué dans cette opération secrète à Paris. Ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion de voir dans Cars 2 le cliché de Paris, c'est-à-dire la place de l'Étoile, le Louvre, la Tour Eiffel, le Trocadéro et même le Périph'. On arrive dans les puces de Saint-Ouen, dans lesquelles se déroule encore une nouvelle poursuite. Bagarre, poursuite, cascade, ça court dans tous les sens, et l'enquête continue avec une nouvelle piste, puisque cette fois on apprend que le grand méchant serait équipé du pire moteur jamais fabriqué. On comprend à ce moment du film que la conspiration des grands méchants n'embauche que des voitures pas fiables, avec des références d'ailleurs à des vraies voitures, comme des Gremlins ou encore des Yugo, voitures yougoslaves qui a été une curiosité dont on parlera dans un épisode complet d'ailleurs. Et on apprend au passage que leur chef serait une voiture vraiment pas fiable, genre la reine des voitures pas fiables. T'as compris? Est-ce que t'as compris? C'est vraiment la voiture la moins fiable qu'on ait vue depuis le début. J'avais déjà trouvé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais déjà trouvé, ciao. Dans le même temps, du côté de Flash McQueen, on les voit arriver en Italie où va se dérouler la seconde course. D'ailleurs au passage, mes Flash McQueen en profitent pour draguer de la Fiat 500 toute la soirée. Ah oui, il part pas de temps lui, hein. J'ai été un peu surpris de voir qu'ils disent que la course se déroule en Italie et que quand tu regardes les images, c'est Monaco. Ça, je suis désolé, c'est Monaco, excusez-moi. Je sais que c'est pas forcément évident comme concept, surtout vu des États-Unis, mais Monaco, c'est un pays à part entière. C'est une principauté, très exactement. Personnellement, je suis pas monégasque, donc je le prends pas mal. Mais pour le coup, résumé vite fait, Italie, Monaco, ça doit être les mêmes là-bas, là. Ils sont entre eux là-bas, loin. Oh, we agree that Monaco is an Italian town. Of course, Flavio, what do you think? Et c'est aussi l'occasion de découvrir le pape qui est représenté dans Cars 2. Et pas la papa mobile, hein. Le pape qui est sur une papa mobile. Alors du coup, ça répond à plein de questions, puisque déjà, le pape n'est pas la papa mobile. Attention, dans l'univers de Cars, le pape est bien une voiture pape. On aurait pu croire que la papa mobile, c'était déjà le pape mobile, donc dans Cars, c'était la papa mobile, pas du tout. Non, 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 la précision est importante. Il y a le pape voiture et la papa mobile voiture qui porte le pape voiture. Ce n'est pas la même, attention. Est-ce que la papa mobile, c'est la papa mobile mobile ou la papa mobile? On dirait pas, mais ça réfléchit. Et pardon d'insister sur ça, peut-être qu'on en a strictement rien à péter, mais le pape n'est pas le grand constructeur. C'est vrai que je suis très attaché aux détails, mais il y a au moins 2 religions dans l'univers de Cars. Et en parallèle du départ de la course qui est imminent, on rejoint Martin dans sa mission. Martin, qui au passage a reçu un gadget lui permettant de se déguiser en n'importe qui, va devoir s'infiltrer dans la grande réunion des méchants. Au passage, Finn McMissile, qui est aux commandes de cette opération, va traiter Martin d'idiot de service. Jouez ce rôle avec la même conviction que vous mettez à incarner l'idiot de service et le tour sera joué. L'idiot de service. Ce qui est blessant, mais pas forcément faux. Personnellement, je l'aurais surtout traité de relou de service, parce que la scène est chiant. Il est à 2 doigts de faire capoter l'opération en permanence, mais va savoir pourquoi, il y arrive quand même. Et c'est à cette occasion qu'on découvre le Big Boss, le roi des moteurs pas fiables. Ils en ont marre qu'on se moque d'eux et ils veulent se venger en cassant des voitures fiables. Ça reste Cars 2, ça reste un truc pour enfants, c'est-à-dire que la motivation principale ne peut pas être la drogue. Il y a quand même des meurtres et du terrorisme. C'est vrai, mais la motivation, c'est que les voitures sont pas fiables. Et le complot vise à faire en sorte que les gens détestent les nouvelles énergies, dans l'espoir de faire revenir les vieilles voitures pas fiables et que les gens soient obligés d'en avoir. Et je suis à 100% avec vous les gars. Demain me dire que tout le monde reroule en Xantia, incroyable. Mais ça n'a aucun sens. Personne ne peut revenir aux vieilles voitures pas fiables dans le sens où les gens, c'est des voitures. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas te retransformer en autre voiture en fait. Ça veut dire qu'on va tuer les vieilles voitures pas fiables pour faire en sorte qu'il y ait que des voitures pas fiables. Mais du coup c'est quoi? C'est un génocide. Du coup, mais c'est n'importe quoi. Et c'est aussi à ce moment-là du film qu'on découvre que Martin est le personnage principal. Je ne peux pas accepter qu'un film Cars, aussi réussi que soit le premier, ait pour personnage principal dans le 2, Martin. Martin, le personnage relou que personne n'aime. Les méchants mettent donc leur plan à exécution
camions et font exploser un par un les moteurs des concurrents de la course. Et même si Finn McMissile essaye de les en empêcher, c'est trop tard et la course se révèle être un carnage. Et dans le même temps, à l'avant de la course, Flash McQueen et Bernoulli se livrent une bataille de folie. Et c'est Flash McQueen qui remporte cette deuxième course contre une voiture qui fait toujours 220 miles de vitesse de pointe. Je rappelle, ça va avoir son importance. Mais il découvre avec stupeur que tous les concurrents ont eu des problèmes. C'est seulement à ce moment-là du film que le sujet fait scandale, alors que je vous rappelle qu'à la course d'avant, il y a eu plein de morts, personne n'en a parlé. Et le directeur de la course, Axel Rod, est obligé de déclarer à la télé que la linole a sûrement des problèmes. Sauf que coup de théâtre, Flash McQueen décide pour la troisième et dernière course de rouler quand même à la linole. Alors qu'ils attendaient que Flash McQueen désavoue la linole. Je vous rappelle qu'on parle d'une voiture de course, tu mets pas n'importe quoi comme carburant. Et ben il décide quand même de rouler à la linole. Ce qui force les méchants à éliminer Flash McQueen. Là, faut que tu mettes un effet dramatique au montage, sinon c'est vraiment pas... De son côté, Martin est tellement un boulet qu'il finit par être démasqué. Et avant même qu'il ait le temps de prévenir Flash McQueen, il est capturé par les méchants. Il se réveille quelques minutes plus tard en Angleterre, dans le Big Bentley. Ça m'a fait beaucoup rire. Il est fait prisonnier par les méchants alors que la troisième course va débuter, et que Flash McQueen est toujours en danger. Je suis pas certain que ce soit très pertinent, mais la troisième course se déroule en plein milieu de Londres. Ce qui est ultra stylé quand même quand on y pense. Excusez-moi, mais c'est la reine d'Angleterre, incarnée par une Rolls, qui va donner elle-même le départ. Et alors que la course va démarrer et que la situation devient critique pour les gentils, les méchants mettent leur plan à exécution. Ils se préparent à tuer Flash McQueen, pointent sur lui le champ électromagnétique et... rien, parce qu'il doit rouler à l'essence en fait, tout simplement. Énorme menteur Flash McQueen. Mais malgré cet échec, les méchants ne se dégonflent pas et passent au plan B, une bombe. Vous regardez toujours Cars. Je m'attendais à un truc plus enfantin. Ils vont faire exploser Flash McQueen. Heureusement, l'agent Shiftwell arrive à inverser la polarité de l'horloge et la faire tourner à l'envers, donc bravo, tu vas mourir de l'autre côté du coup. Et on apprend quelques secondes plus tard que la bombe est en fait cachée dans le filtre à air de Martin. Ils ont littéralement planqué une bombe dans le nez de Martin. Après, on n'est plus à ça près, on continue. Et c'est exactement comme prévu par les méchants que Flash McQueen et Martin se retrouvent. Enfin, la bombe va péter. Pour s'échapper, Martin prend donc la piste à l'envers. Alors, aucun drapeau rouge, visiblement personne ne regarde la course. Et alors que Martin trace globalement Flash McQueen, parce que quand on regarde les images, excusez-moi, mais Martin il a la santé. Je rappelle que Martin est une dépanneuse des années 50, alors que Flash McQueen est une voiture de NASCAR, et les deux vont à la même vitesse. Je sais que je me prends la tête pour rien et que je prends les choses de façon très littérale, mais Flash McQueen, qui va plus vite que Francesco Bernoulli, qui lui-même va à 220 miles par heure, n'arrive pas à rattraper Martin. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais dans cette séquence, Martin fait au moins du 3,50. Et alors que Flash McQueen est sur le point de rattraper Martin, quand même, oui, j'espère bien, il utilise son gadget qui comprend un super boost. Je rappelle que tout ça se fait dans une compétition officielle qui tourne encore, il n'y a ni safety car ni drapeau rouge. Je sais que dans les règlements de course, tant que c'est pas interdit, c'est autorisé, là il y a peut-être exagération, là il y a un moment. On a le droit de l'autre côté, une course-poursuite entre les gentils et les méchants. Dérapage, cascade, explosion, bagarre, ça saute dans tous les sens, et Martin devient un rafale. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'aime pas ce film, désolé. Martin, la dépanneuse qui est conne comme ses jantes, devient un rafale. Toujours pas une once de drapeau rouge, même pas un Marshall, même pas un drapeau jaune. Personne ne regarde cette course. Le World Grand Prix a zéro buzz, y a pas un viewer. Je le prends peut-être personnellement, mais excusez-moi, en Formule 1, ils rajoutent 7 ailerons, c'est une commission directement. Là, ils rajoutent des réacteurs, c'est devenu un avion. Oui, catcha, nique. Flash McQueen et ses amis, ils prennent le dessus sur les méchants grâce au pouvoir de l'amitié, littéralement un épisode de Yu-Gi-Oh! Et plot twist de fou, c'est en fait Miles Axelrod qui est le grand méchant du film. Mais non! On apprend que c'est bien le Range Rover Axelrod qui a tout diligenté. Et au-delà du fait que c'est le grand méchant de l'histoire, le pire, c'est qu'il est pas vraiment converti à l'électrique. Ah! Surpris quand même de voir Martin qui est con comme un balai depuis le début du film, et là le mec a toute la trique d'un coup dans sa tête. La tache d'huile au début du film, c'est pas Martin qui s'est pissé dessus, c'est Axelrod avec son moteur thermique pas fiable sous le capot. Ah! On s'en fout un peu. Premier degré, on s'en fout un peu. Axelrod est démasqué et Martin est décoré chevalier de la couronne par la reine en personne. Anecdote, vu qu'il est américain, techniquement on peut pas l'appeler Sir Martin. Donc ça reste Martin. C'est Martin décoré de la couronne. Un peu bizarre quand même le fait qu'il décore que Martin. Alors Martin actuellement, là il y est pour rien. On arrive à la fin du film, retour à Radiator Springs, tout le monde est content et on apprend que Martin a une copine. Je suis la copine de Martin. Ne perdez jamais espoir. Et vu que Cars 2 reste un film pour enfants, on passe quand même 3 bonnes minutes à t'expliquer ce qui s'est passé. On a quand même au passage une explication de pourquoi Martin n'a pas explosé à Londres, car ils ont changé son carburant pour éviter les lobbies du pétrole. Le lobby du pétrole, c'est le lobby du pétrole. La phrase « les lobbies du pétrole »
est prononcé dans Cars 2, un film pour enfants qui incarne des voitures vivantes. Rien que pour ça, je trouve que le film reprend des points. Tout est bien qui finit bien, nouvelle mission, Martin est le plus intelligent et le plus sexy, il refuse de repartir en mission avec ses amis, et il fait la course avec les autres, course qui gagne je suppose, puisque je vous rappelle que Martin est toujours équipé de fusées. On apprend au passage dans la scène post-crédit que Martin serait né le 12 janvier 1957, ce qui fait que Martin a 69 ans. À la santé quand même, hein. 12 janvier 1957, qui est en réalité la date de naissance de John Lasseter, qui était le réalisateur du film. John Lasseter qui sera viré quelques temps après puisqu'il a été impliqué dans le dossier Weinstein, d'harcèlement et d'agression. Ciao! Et c'est la fin de Cars 2. Et c'est pas terrible. Pour beaucoup de gens, dont je fais partie, Cars 2 est un film qui est globalement décevant. Déjà, on est sur un film qui est beaucoup plus axé pour plaire aux enfants. Cars 2 a beaucoup moins cette double lecture qu'avec Cars 1. En plus de ça, Cars 2 peut être considéré comme assez décevant puisque c'est clairement un film de commande. Ça commence à se voir un peu que Cars 1 a tellement fait de pognon qu'il pouvait vraiment pas s'asseoir sur Cars 2. On a pris les formules des films d'action qui marchent, on y a rajouté une couche de voiture et ça donne Cars 2. Et même si les scores au box-office sont plutôt bons, puisque c'est le plus vu au cinéma des 3 films Cars, dans l'ensemble l'accueil critique est plutôt froid. Même si le film est pas une catastrophe et que dans l'ensemble ça se regarde, les notations sont globalement assez mauvaises. À tel point que Cars 2 sera d'une certaine façon considéré comme le premier vrai échec critique de Pixar. Et échec critique chez Pixar, ils ont pas l'habitude. L'un des plus gros regrets que j'ai avec Cars 2, c'est peut-être de pas l'avoir vu enfant. Je pense que le petit Sylvain, 5 ans, il aurait vu voiture et film d'action ensemble, il aurait adoré. Et malgré l'échec critique relatif de Cars 2, on estime quand même qu'il aurait rapporté en 2011 et 2012 plus de 2 milliards de dollars de produits dérivés. Je sais qu'il y a une grosse communauté qui aime Cars 2 et en même temps je suis assez d'accord avec vous parce que tous les ingrédients sont là. Il y a des voitures, des avions, des bateaux, des voitures avec des mitraillettes, des avions avec des mitraillettes, des bateaux avec des mitraillettes. Cars 2 a au moins le mérite d'apporter une sorte de simplicité. Tu rajoutes des mitraillettes. Et je sais que la communauté Cars est très divisée. Soit c'est complètement fan, soit c'est complètement à côté. Et en soi, je comprends les gens qui me disent que Cars 2 est super, mais j'y arrive pas. Et je sais pourquoi ça marche pas, je sais très bien. Il y a un seul coupable. Quand bien même t'aimes Cars 2, t'enlèves Martin, le film il est mieux. C'est ouf de vous dire à quel point Martin, j'en peux plus. Autant dans le 1, ça allait à peu près parce qu'on le voit vite fait et il permet de faire avancer le scénario. Dans le 2, t'es obligé de passer par lui. Martin, c'est littéralement le camion poubelle à 7h50 le matin quand t'es en retard. Alors je sais que c'est une dépanneuse, mais c'est une image. Et justement, on pourrait se poser la question, si c'est Martin qui divise autant dans Cars 2, pourquoi avoir retenu Martin au personnage principal? Et la réponse, je la connais, elle est toute simple. Je pense que vous la connaissez aussi. Les produits dérivés. Il est possible que dans sa quête de faire énormément d'argent, Mickey ait eu tendance à forcer un peu sur la franchise Cars. Vu que la licence est quand même vachement propice aux produits dérivés, l'un des trucs qui serait vraiment facile à mettre en avant, c'est des courts-métrages. Imaginez l'autoroute que c'est de faire des courts-métrages sur le personnage sidekick rigolo qu'est Martin. Entre le premier et le deuxième film Cars, c'est un total de 16 courts-métrages qui vont sortir, dont 11 centrés sur Martin. Et ils ont tout fait. Martin devient pompier, Martin devient cascadeur, Martin devient toréador, Martin devient camion, Martin devient un chanteur de métal, Martin devient astronaute, détective privé, Martin devient un avion, Martin voyage dans le temps, Martin et les ovnis, et Martin fait du drift à Tokyo. Tokyo Drift avec Martin, allô? Et il a fait un AVC. S'il vous plaît, il nous a fait un AVC là. Un court-métrage de Martin qui fait du drift à Tokyo pour faire la blague avec Tokyo Drift. Et en soi, la vanne référence à Tokyo Drift me fait un peu rire. Si c'était pas insupportable à regarder. Ce qui me rend fou dans cette série de courts-métrages, c'est que l'idée, elle est super bonne, mais l'exécution est pas bien. Pas bien. Enfin, je veux dire, si t'as plus de 5 ans et demi, c'est pas bien. Je comprends que ce soit pour les enfants. C'est pas un argument parce que c'est pas pour autant une justification de sortir de la... Mais au passage, c'est peut-être pas justement ceux qui vont avoir la ref. Tokyo Martin me fait rire parce que j'ai vu le film et que c'est cool. Un gamin de 5 ans n'a pas vu le film. Et du coup, c'est pas cool. Et on repassera prochainement en revue les Fast and Furious. Tokyo Drift a très mal vieilli. Néanmoins, et pour être totalement objectif, je pense être justement l'un des rares à ne pas avoir aimé ça. Quand tu vois les niveaux de vues sur YouTube, 66
millions de vues juste pour la version française. Il y a la version américaine qui a fait 34 millions de vues par-dessus, la version brésilienne qui en a fait 9, la version néerlandaise qui en a fait 37 millions, pardon, la version roumaine a fait 110 millions de vues, et cette fois-ci c'est moi qui ai fait un petit AVC parce que je viens de me rendre compte qu'avec l'ensemble des réuploads, il passe le milliard de vues sur YouTube. Et c'est justement cet élément qui nous donne la clé de savoir pourquoi Martin a été le personnage principal de Cars 2. Parce que ça a tellement bien marché que c'était forcément Martin le personnage principal de Cars 2. Malgré tout, Martin en personnage principal, ça a quand même fait un peu gueuler. C'est pour ça que pour l'épisode 3, Pixar sait qu'ils ont pas le droit à l'erreur. À ce moment-là de l'histoire de Pixar, on parle plus de faire un 3e épisode réussi, on parle de sauver la franchise Cars. C'est pour ça que pour cet épisode, Pixar va mettre les petits plats dans les grands. Et c'est pour ça que Cars 3 s'ouvre exactement comme Cars 1. Déjà, la première raison est assez évidente, mais c'est une sorte de message qui dit « On a compris. On a compris que vous aviez moins apprécié l'épisode 2. On a compris que l'épisode 2, il sortait un peu des clous. On a compris que Cars devait revenir aux fondamentaux, et c'est pour ça que Cars 3 reprend la corde de Cars 1. Il y a presque un message sous-entendu comme quoi Cars 2 aurait peut-être pas existé, tu vois. Peut-être que Cars 2 est dans la tête de Martin. Peut-être que Cars 2 est un rêve. Tout le long du 3, j'ai eu espoir, comme dans Shutter Island, que tout n'était qu'un rêve. Ça s'est vraiment passé. C'est... oui. Mais le deuxième message qu'il faut comprendre dans l'introduction de Cars 3, c'est la corde nostalgie. Mine de rien, et alors que c'est seulement le 3e épisode, Cars 3 sort 11 ans après le premier. L'enfant de 10 ans qui avait vu Cars 1 en 2006 et qui avait adoré le film, va trouver un écho en 2017 avec Cars 3. Parce qu'en 2017, le gamin qui avait 10 ans a maintenant 21 ans. Ce même enfant qui aujourd'hui a le permis, ce même enfant qui peut se projeter dans Cars 3 en tant que conducteur. Ce même enfant qui va avoir la vision de l'enfant et la vision de l'adulte. Et l'histoire justement, elle revient aux sources. Flash McQueen va disputer une course en hommage à Doc Hudson avec un opening qui est super chouette. Et je dois reconnaître que la scène d'introduction est exceptionnelle. Dès le début, il y a de la bagnole. Dès le début, il y a de l'animation de fou. Dès le début, il y a des plans exceptionnels. Dès le début, le film t'en met plein la gueule. Un amateur de bagnole, c'est pas compliqué. Foutez-nous des bagnoles qui tournent en rond et ça suffit largement. Et c'est pendant cette première course qu'on nous présente le concurrent de Flash McQueen, Carl Weathers, qui accessoirement est le neveu du King qu'on voyait dans le premier épisode et qui est surtout con. Le trait de caractère principal du concurrent de Flash McQueen, c'est qu'il est con. Pardon, mais même les autres se foutent de sa gueule tellement il est con. Tu as ton clignotant? Quoi? Mon clignotant? Flash McQueen gagne cette première course haut la main, même si on le voit pour la première fois perdre une course juste après. C'est vrai qu'il perd aussi une course dans le 2, mais le film n'existe pas, ça se passe que dans la tête de Martin, donc ça compte pas. Et c'est d'autant plus important de le voir perdre une course parce que cette défaite, elle est vraiment particulière. Dans tous les autres films, Flash McQueen vole un peu au-dessus de la concurrence. Il est arrogant, il gagne facilement, il arrive toujours à la fin en étant propre, c'est-à-dire qu'il a même pas fait d'effort. Alors que là, c'est la première fois qu'on le voit perdre, sans excuse. Il y a juste meilleur que lui. Et surtout, le détail qui est important, il perd avec le sourire. C'est la première fois des 3 films qu'on voit Flash McQueen perdre avec le sourire. C'est la première fois qu'on le voit humble. La sagesse. Ça y est, Flash McQueen est grand, comme toi qui regarde et qui apprécie ce film, et qui va acheter ce produit dérivé. Tu te rappelles? Je précise au passage qu'on voit Flash McQueen quelques secondes plus tard franchir la barre des 196 miles par heure. Et il le fait sur la Terre, ce qui déjà veut dire que Flash McQueen a des grosses couilles, parce que 3,20 sur la Terre, ça fait quand même assez rapide. Mais si on se rappelle bien de ce que je vous ai dit il y a à peu près 45 minutes de ça, rappelons-nous quand même que dans l'épisode 2, Flash McQueen pouvait se taper avec une Formule 1 qui faisait du 220 miles. Visiblement, ils ont l'air plutôt contents de le voir dépasser les 196 miles, ce qui est assez respectable, je suis d'accord, mais il se traîne, Le film ne précise pas, alors est-ce qu'il a toujours fait 196 et le 2 se passe dans la tête de Martin? Ce que j'espère sincèrement. Ou peut-être que justement il fait 196 parce qu'il a vieilli, mais pour le coup on n'a pas de relevé de vitesse de Flash McQueen dans les films d'avant, donc j'en sais rien. Si ça peut vous rassurer quand même, Flash McQueen regagne encore une course juste après, avec une séquence d'ailleurs pas très sympa puisque Dinoco, le sponsor rêvé de Flash McQueen, propose de virer son pilote sous son nez. Tu sais que t'as qu'un mot à dire et je vire Cal de l'équipe Dinoco pour t'engager à sa place. Vous savez que je vous entends. Horrible la séquence, le mec est littéralement là, il le dit en rigolant, peut-être que c'est une blague. Et c'est seulement quelques minutes plus tard, alors qu'une nouvelle course s'ouvre, que le film bascule. On voit apparaître dans la course un nouveau concurrent, un concurrent jamais vu avant, présenté avec des plans choisis qu'il faut ressortir une seule chose, la menace. C'est comme ça qu'on découvre Jackson Storm, une voiture de nouvelle génération qui gagne largement. Et
justement, il y a un détail qui est très important dans cette histoire, puisque Jackson Storm, qu'on nous a présenté comme la menace, gagne la course en étant propre. Ça sous-entend très subtilement qu'il s'est même pas battu exactement comme Flash McQueen dans les premiers films. Et c'est seulement quelques secondes plus tard que le mot fatidique est prononcé. Un vieux. Vieux, vous nous laisserez rien. On était à ça d'être heureux. On a adoré l'introduction, le clin d'œil au premier, et vous nous prenez tout. Toute cette introduction de Cars 3 s'adresse aux enfants qui ont vu Cars 1 en leur disant « tu as vieilli ». Ce qui est d'ailleurs pas très sympa en fait. Vous vous doutez bien que la victoire écrasante de Jackson Storm commence à faire parler dans les médias. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'antagoniste du premier film, qui est devenu consultant TV en partenariat avec une Tesla, qui nous explique en long et en large que Flash McQueen est dépassé. Je place ici un tout petit détail que nous glisse subtilement le film quand même, mais apparemment Jackson Storm dans les meilleures conditions pourrait atteindre 245 miles par heure, ce qui est quand même l'équivalent de 394 km/h. Alors je peux te dire que Flash McQueen il va courir un moment. Il nous glisse quand même au passage que la vitesse moyenne de Jackson Storm c'est 210 miles par heure, en moyenne. Je vous rappelle qu'ils étaient contents quand Flash faisait 196. Et alors qu'on pourrait croire que la situation est quand même déjà plutôt mauvaise, ça fait que commencer. Parce qu'à la course suivante, c'est pas moins de 6 nouveaux qui font leur apparition, tous basés sur la même technologie que Jackson Storm. Quand je vous dis qu'il se fait défoncer le cul, c'est vraiment le cas parce qu'on le voit arriver 5ème. Rincé le frère. Ce n'est jamais arrivé dans la franchise Cars. Et on commence à voir apparaître dans le film une certaine critique du sport auto moderne. On comprend que la course s'est professionnalisée. Et on comprend aussi et surtout que ça se fait à l'opposé de la bonne ambiance que proposait Flash McQueen et ses amis. D'un côté, les valeurs assez traditionnelles comme le travail, l'amitié, l'entraide qui permettent de faire du sport auto dans la bonne humeur, et de l'autre la technologie, l'argent, la science qui font des performances froides. Je suis peut-être le seul mec à l'avoir relevé, je rappelle que dans le 2, il battait une Formule 1 qui faisait du 220. Où tu es Flash McQueen? Pourquoi tu te traînes? Arrête de rouler à l'éthanol, merde! Et dans les courses qui suivent, la situation va être de pire en pire. Juste après, on voit Flash McQueen arriver 7ème. Pour rappel, en NASCAR, les top 5 ça compte, c'est important de faire un top 5, et là on nous montre en 4K qu'il fait même pas top 5. C'est quoi ça? Le t-shirt d'un loser? 7ème il fait. Jusqu'à atteindre un point de non-retour quand Flash McQueen croise Cal qui lui annonce prendre sa retraite. Un jour, j'ai demandé à mon oncle comment on savait qu'il était temps de raccrocher les pneus. Tu sais ce qu'il a dit? Les jeunes te le feront savoir. Cal Weathers, le neveu du King, qui est l'un des plus gros sponsors du plateau, abandonne parce qu'il est dépassé. Et ce que nous dit Cars 3 dès les premières minutes du film, c'est que le talent ne suffit plus. Une à une, toutes les vieilles voitures sont remplacées par des voitures de nouvelle génération, et finalement Flash McQueen se retrouve seul. Et le film va encore plus loin puisque c'est la première fois qu'on voit Flash McQueen inquiet. Et c'est à l'occasion d'un arrêt au stand et d'un changement de pneus que le film va prendre une autre tournure. Vu que Flash McQueen est inquiet et accessoirement un peu en retard, il décide de ressortir des stands comme une balle, et peut-être même un peu trop vite. Flash McQueen pousse à mort, va dans ses derniers retranchements et c'est même souligné par les plans choisis, parce qu'à ce moment-là du film, on le voit surtout de l'arrière. Il se traîne, il est à la ramasse. Et c'est à ce moment du film qu'arrive le drame. Et je trouve cette scène exceptionnelle. Si on analyse en détail cette séquence, on constate que c'est la première fois qu'on voit un si gros accident dans l'univers de Cars. Je pense qu'on peut affirmer que cette séquence est peut-être la plus marquante des 3 films. Principalement par son aspect cru. C'est aussi comme ça que le film nous accompagne, c'est aussi comme ça que le film se permet maintenant de faire des choses plus adultes. Rassurez-vous quand même, Flash McQueen n'est pas mort, sinon il n'y aurait plus de film. On retrouve Flash McQueen 4 mois plus tard. Ce qui veut dire que déjà on saura jamais à quoi ressemble un hôpital pour voiture, parce que c'est quoi? C'est un hôpital ou c'est un garage? Encore une fois, on se pose les véritables questions sur cette chaîne. Les questions que tout le monde se pose. Ah, ça fait réfléchir, hein? Je suis fou, complètement fou. Et le vrai choc dans cette séquence, c'est que Flash McQueen est devenu blanc, exactement comme le multiplat. Je rappelle que quand le multiplat fait la même chose, ça a été un scandale. Sauf que là, vu que c'est Monsieur Flash McQueen, on va rien dire, bien sûr. Évidemment, cette séquence est aussi l'occasion de faire un parallèle avec le mentor de Flash McQueen, Doc Hudson. J'en profite pour placer une anecdote pas drôle, mais Paul Newman, qui incarne dans la version originale Doc Hudson, est décédé entre-temps. Et on peut se poser la question de savoir si le rôle serait pas maudit, puisque le doubleur français de Paul Newman, Bernard Pierre Donadieu, est lui aussi mort dans le même intervalle de temps. Cette scène nous montre aussi, et c'est normal,
que Flash McQueen, suite à cet accident, on a quand même gros sur la patate et se pose réellement la question, est-ce qu'il va repartir en piste? Il papote avec Sally, il papote avec Martin, il a des visions de Doc, peut-être les cachets, on sait pas. Et au bout de quelques minutes, c'est décidé, Flash McQueen va revenir en piste. Tout le monde est content, c'est la joie, ça y est, Radiator Springs revit parce que Flash McQueen va redevenir Flash McQueen. Alors je rappelle que Flash McQueen, il vient de se taper 4 mois d'hôpital. Et il se traîne, ça ne changera rien. On apprend au passage que les patrons de Rust-eze, le sponsor principal de Flash McQueen, ont ouvert un centre de course pour entraîner Flash et refaire de lui un champion. Une petite peinture plus tard, parce que le rouge ça va plus vite, et Flash McQueen rejoint le centre d'entraînement, qui ressemble étonnamment au siège de McLaren F1. Je vous laisse constater les deux photos pour voir que c'est littéralement le siège de McLaren F1. Et alors qu'il est à peine arrivé, on apprend que les patrons de Rust-eze ont vendu l'entreprise pour lui payer son rêve. 1. Pression de fou. 2. J'ai encore chialé. On nous présente alors Sterling, le nouveau sponsor de Flash McQueen, qui a fait fortune dans les bavettes de roues. Pour votre anecdote, il est interprété en version originale par Nathan Fillion. Et d'ailleurs, le personnage Sterling dans le film possède sur son bureau la photo de Miles Axelrod. Ce qui veut dire que le deuxième film existe. On découvre dans la scène suivante le fameux centre d'entraînement et surtout le simulateur. La chose qui est censée avoir rendu Jackson Storm aussi performant. Et on fait aussi connaissance au passage de Cruz Ramirez qui va prendre en main la remise en forme de Flash McQueen avec son projet senior. Quand j'étais petite, je vous regardais à la télé. Quand vous étiez petite. Je vous appelle mon projet senior. Alors, je suis pas si vieux que ça, donc premièrement, on va bien te faire fou. On assiste ensuite à une séquence de sport qui me rappelle les heures sombres de la Célinette. Et cette séquence nous présente un peu plus Cruz Ramirez, qui va avoir dans le film un rôle très important. Après un entraînement assez sommaire qui tranche avec les précédentes valeurs que véhiculaient les autres films, comme le travail par exemple, puisque toute cette séquence est là pour nous dire que Flash McQueen est redevenu insupportable. Autant au début du film, t'avais un petit peu un espoir qu'il devienne un peu cool, Flash McQueen, puis en fait non, il est juste chiant. Flash insiste pour aller sur le simulateur, le fameux outil qui est censé le rendre super performant. Et ça se passe plutôt mal. Vous vous êtes craché. Je me suis craché. Après la séquence du simulateur plutôt problématique, Flash McQueen est littéralement convoqué dans le bureau de Sterling. Il apprend alors qu'il ne va pas disputer la prochaine course car il est trop vieux et surtout trop nul. Au passage d'ailleurs, Sterling lui fait la proposition de devenir une égérie commerciale. Pourquoi faire? On est quand même dans l'univers de Cars, donc je comprends pas trop le concept d'argent. C'est vrai que dans le 2, Axelrod est défini comme un milliardaire, donc ça veut dire qu'il y a des voitures riches et des voitures pas riches. Mais soyons honnêtes, personne ne travaille à Radiator Springs. Il y en a pas un qui bosse. T'as pas besoin d'argent, mais tu peux devenir milliardaire, au cas où, on sait jamais. Sauf que Flash McQueen, il est pas d'accord. Et pour lui, c'est inconcevable d'arrêter sa carrière maintenant. Il négocie avec Sterling et arrive à conclure un accord. S'il ne gagne pas la prochaine course, c'est la fin de Flash McQueen. Bon côté, il arrive à négocier la prochaine course, c'est-à-dire qu'il est pas tout à fait viré. Alors, entre nous, je vois pas comment il va gagner, parce qu'il est vraiment très très loin de Jackson Storm, mais bref. Et même si Sterling le laisse prouver une dernière fois, il lui impose d'être accompagné par Cruz Ramirez, la coach de la Célinette. On a le droit alors à une séquence d'entraînement qu'on a vue dans environ 2 millions de films. Et après cette première journée, c'est officiel, Flash n'est toujours pas à la hauteur de Jackson Storm. Vous avez plafonné à 318. Quoi? 318, c'est tout? Vous le voyez en plus que Jackson Storm il a des ailerons partout, foutez-les sur Flash McQueen. En plus c'est pas comme s'ils pouvaient pas lui rajouter un aileron parce qu'il change de skin plein de fois, donc ils peuvent le modifier. Même dans le 1, il perd son mini aileron à l'arrière. Même Martin il a réussi à avoir un aileron dans Tokyo Martin. Chose assez intéressante, mais dans la séquence d'après, Flash McQueen et Cruz Ramirez décident d'aller s'entraîner dans une véritable course. Et en soi, pourquoi pas, si ce n'est que c'est une course de stock car. Donc je vois pas en quoi ça va entraîner une voiture de NASCAR. Je suis super d'accord avec la stratégie d'aller vraiment faire la course, ça c'est pas le problème. C'est peut-être la catégorie de la course qui m'inquiète. Je sais pas si vous avez déjà vu du stock car, ça n'a rien à voir. C'est comme si je m'entraînais à jouer aux fléchettes en allant à la piscine. Sauf que Flash McQueen c'est une star, il a pas vraiment envie d'être vu dans une course de stock car. C'est pour ça qu'il va se camoufler et se faire passer pour un autre concurrent, Chester Villebrequin. La course se déroule avec pas mal de péripéties, ça pète, ça saute, ça explose, ça fait plein de trucs dans la boue. Enfin, c'est stock car. Et coup de théâtre, alors qu'on pourrait s'attendre que Flash gagne la course, c'est en réalité Cruz qui la remporte. Et deuxième coup de théâtre, mais Flash McQueen est démasqué. La séquence d'après est un peu bizarre parce qu'on voit Flash McQueen avoir le seum d'avoir perdu la course. J'arrive pas à dire si dans la séquence, il a le seum d'avoir perdu ou le seum d'avoir perdu contre Cruz Ramirez. Il commence à avoir une grosse engueulade avec Cruz et il finit par lui sortir. Parce que vous n'êtes pas une voiture de course! Et vous allez voir que ça a son importance.
On a tous compris, ok. On en apprend un peu plus sur Cruz qui se confie à Flash. En réalité, elle aurait rêvé d'être une voiture de course, mais elle a toujours été rabaissée toute sa vie. Et alors qu'elle aurait pu tenter quelque chose, elle est finalement passée à côté de sa carrière. Cruz Ramirez, c'est une personne qui doute et qui a jamais pu montrer ce qu'elle valait vraiment. Et toutes ces histoires, Flash il s'en branle. Totalement. T'es passé à côté de ta carrière parce que t'es une meuf, c'est dramatique, il a perdu la course. Et il y en a rien à foutre. Voilà. Vu qu'à ce moment-là, Flash est quand même un peu un connard, Cruz se barre de l'équipe pendant l'équivalent de 40 secondes. Elle se barre à 54, elle revient à 59. Elle est partie 5 minutes, littéralement. Le problème des films d'animation, c'est que le minutage coûte cher. Pendant que Cruz prend sa petite pause, on apprend du côté de Flash que Jackson Storm a encore battu un record de vitesse à 342 km/h. Je rappelle que Flash a du mal à atteindre 320 et il a jamais fait au-dessus. Ça me semble déjà plutôt mal embarqué, surtout qu'on apprend que statistiquement, il a 1,2% de chance de gagner. Vu que c'est le moment un peu émotion du film, Flash appelle Martin dans l'espoir de se rassurer. Ce que j'aurais pas fait personnellement, mais ça nous permet d'apprendre que les voitures ont Skype. Flash appelle donc Martin, qui lui donne la piste que Doc Hudson avait sûrement lui-même un mentor. Que Doc Hudson ait eu un mentor, c'est-à-dire une personne expérimentée pour l'accompagner dans sa jeunesse, je comprends, mais il a pas genre 200 ans? Rappelons-nous quand même que dans l'univers du film, Doc Hudson est mort depuis quelque chose comme 10 ans, et déjà à l'époque, il était vieux. À quel moment ils se disent que c'est une bonne idée d'aller chercher l'équivalent de son grand-père? Est-ce que ça veut dire du coup que Doc Hudson est pas mort de vieillesse, mais ça veut dire qu'il est mort d'autre chose? Mais genre de quoi? De maladie, d'un joint de culasse? Il nous a coulé une bielle le Doc Hudson peut-être? On sait pas. On a le droit ensuite à une séquence extrêmement gênante que j'adorerais vous laisser en intégralité si on avait les droits du film. Ce qui n'est pas le cas, et vous ratez rien. Toute l'équipe se remet donc en route pour trouver le Radiator Springs de Doc, Thomasville. Le scénario standard, le cheminement du héros, le retour aux racines, le travail. Et c'est seulement au bout de quelques instants qu'il tombe sur le mentor de Doc, Smokey. Pardon, mais qui encore une fois a au moins 120 ans. Pardon, je ne peux pas passer à travers ça. L'équipe découvre même au passage que plein d'anciens champions vivent en réalité ici, ce qui en fait une sorte de gériatrie de la voiture de course. Cette séquence est d'ailleurs l'occasion d'aborder le sujet des femmes dans le sport auto. On apprend d'ailleurs au passage que Doc était peut-être un poil sexiste. Ça aurait rien changé. Doc aimait pas les filles trop rapides. Réflexion pas très moderne de la part de Doc. Et puis de toute façon, les garçons trop rapides. Et on apprend que déjà à l'époque, Doc se battait contre un rookie plus fort que lui, exactement comme Flash McQueen. Ça se bourre la gueule à l'antigel et on apprend quelques secondes plus tard que Doc n'avait peut-être pas tout dit avant de partir. En réalité, et alors qu'il lui a jamais dit, Doc était super fier de Flash. Et il n'a jamais été aussi heureux que quand il l'entraînait. Les meilleurs moments de sa vie, c'était pas à son passé de coureur qu'il les devait, c'était à toi. J'ai encore chialé. On apprend pendant ce temps que Jackson Storm arrive finalement à atteindre 345 km/h. Ça fait vite, hein? Record de vitesse en NASCAR. Le record de vitesse en NASCAR est détenu par Rusty Wallace le 9 juin 2004 avec 348 km/h. Rappelons-nous quand même qu'il est à 3 km/h du record absolu de vitesse en NASCAR. Hein. La séquence d'après me flingue de rire parce qu'ils ont littéralement décata Cruz. Comment ça se passe d'ailleurs du coup? Parce qu'ils lui ont littéralement coupé un morceau d'aile? Attends, quand t'as une voiture, du coup l'échappement c'est un accessoire, c'est un truc que tu portes? Ou c'est une partie de toi? On a le droit ensuite à une nouvelle séquence d'entraînement, et une séquence qui personnellement me perturbe un peu, puisque c'est seulement à la fin du 3e film qu'on apprend le concept d'aspiration. Accroche-toi à la voiture de devant comme le font les hannetons les soirs de printemps. L'aspiration, j'ai jamais eu besoin de ça. Tu es une voiture de NASCAR, la putain de ta mère! Flash McQueen, 7 fois vainqueur de la Piston Cup, ne connaît pas le concept d'aspiration. Faut que ce soit un pick-up de 120 ans perdu au milieu de la campagne qui t'apprenne le concept d'aspiration. Excusez-moi, mais question auxiliaire, Doc Hudson, le fameux mentor incroyable, légendaire qui a gagné plein de fois, ne lui a jamais expliqué le concept d'aspiration. Il lui expliquait le concept du drift avant l'aspiration. Anecdote un peu rigolote, mais on apprend dans la scène d'après qu'il faisait de la contrebande. Ça fait quand même beaucoup d'infos, parce qu'il y a la religion, l'argent, la mort et la contrebande. On continue l'entraînement avec Flash McQueen qui retrouve sa jeunesse d'antan dans une séquence un peu symbolique. Et alors que Flash McQueen prend confiance et qu'il a clairement progressé puisque maintenant il rattrape Cruz, on apprend en fait qu'elle était pas à fond. Et cette séquence, elle est d'autant plus belle parce que jusqu'ici la narration était assez classique et tu t'attends à une fin un peu convenue, et pas du tout. Cruz Ramirez est largement plus rapide que Flash McQueen et il peut rien contre ça. Vous vous doutez bien quand même qu'après cette révélation, Flash McQueen ça va pas fort, hein. Je vous rappelle qu'il a mal pris le fait d'avoir perdu une course de stock car 5 minutes avant, donc se faire battre par sa coach, ça
ça va pas fort. Et on arrive en Floride pour la première grande course, où je vous rappelle qu'il est obligé de gagner s'il veut continuer. Ça va pas fort, ça va vraiment pas fort. Et alors que Jackson Storm est bien évidemment toujours le grand favori, on voit Flash McQueen essayer de se motiver. Et les plans choisis pour exprimer ça sont assez parlants parce que Flash McQueen à ce moment du film paraît seul et faible. Ce qui est le cas. Il est vieux, c'est pas grave, hein. Le début de course est plutôt compliqué pour Flash, mais c'est pas perdu puisque Smokey est venu le coacher. Et c'est comme ça qu'il va tenter la remontada en partant de la dernière place. Et alors que la course continue pour Flash, on apprend le vrai plan de Sterling. En réalité, il n'a jamais voulu remettre Flash sur la piste, en rabaissant Cruz au passage avec le fameux « Vous n'êtes pas une voiture de course ». C'est un connard, oui. Petit flashback avec un Flash McQueen qui réalise qu'on a toujours rabaissé Cruz parce que c'est une femme, alors qu'elle avait le potentiel d'être une vraie voiture de course. Et certes, juste avant, Flash McQueen s'est fait battre, mais il s'est fait battre par quelqu'un d'incroyablement talentueux. Il s'est fait battre par quelqu'un qui peut aller chercher Jackson Storm. On assiste alors à un retournement de situation puisque Flash McQueen rentre dans les stands et insiste pour que Cruz rentre en piste à sa place. On savait que les règles étaient faites avec le cul et que visiblement il n'y a aucun règlement, mais alors là, remplacer deux concurrents dans la même course, ils essayent quand même de l'expliquer vite fait en disant qu'il n'y a que le numéro qui compte. Si elle a le même numéro, c'est que ça va. Ce qui veut dire qu'au GP Explorer, j'aurais pu être remplacé par Sébastien Loeb, ça pose pas de problème si elle a le même numéro. Et c'est la séquence du film puisque Flash McQueen cède sa place en course à Cruz Ramirez. Tout comme Smokey avec Doc et Doc avec Flash, l'ancienne génération passe le flambeau à la nouvelle. Flash McQueen devient donc le coach de Cruz et lui donne des instructions. Elle nous fait une remontada de folie puisqu'elle passe 4e puis 3e. Au passage, on apprend que Jackson Storm est un connard puisqu'il chie à la gueule de Cruz Ramirez. C'est déjà bien d'avoir le costume de l'emploi. Et on apprend que Jackson Storm a peur. Cruz tente alors de dépasser Jackson Storm. Il fait un move de connard, comme quoi il n'y a toujours aucun arbitre dans cette course. Cruz fait alors un move digne de Doc et gagne la course. Donut de la victoire, Sterling refait le connard et le boss de Dinoco lui propose un poste. Et là, coup de théâtre, parce qu'accrochez-vous bien, il y a quand même un règlement. On apprend que d'après les règles, Flash McQueen a autant gagné que Cruz Ramirez. Alors à ce niveau-là, inventez les règles vous-même, parce que ça n'a plus de sens. Ce qui le libère de son engagement avec Sterling. Et Cruz prend alors le numéro 51, le numéro de Doc. Flash reprend la déco et la couleur de Doc et devient à son tour le grand mentor du nouveau rookie. Et c'est la fin de Cars 3. Je précise au passage qu'il y a une scène post-crédit. J'ai pas compris. Parce qu'on voit Martin recevoir un appel de Flash McQueen, mais il répond pas. Il y a peut-être un message caché ou un truc que j'ai pas compris, ou alors ça annonce un truc d'un futur 4. Là, je l'ai pas. La réception de Cars 3 a été un peu meilleure que Cars 2 quand même si elle reste quand même un peu mitigée. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai aimé le côté nostalgie, le rythme est bon, l'animation est magnifique, on a le droit à des séquences incroyablement marquantes qui pour moi font partie des meilleurs des 3 films. Des 3 films Cars, Cars 3 est celui qui a fait le moins d'entrées, avec un box-office estimé autour de 300 millions de dollars. Encore une fois, à l'échelle du cinéma, 300 millions de dollars c'est énorme, mais à l'échelle de Pixar, c'est le moins bon des 3. Et j'ai l'impression que Cars 3 divise énormément. Je crois jamais de gens qui me disent que Cars 3 est moyen. Exactement comme Cars 2 d'ailleurs, c'est soit oui, soit non. Alors Cars 2 c'est non, ça c'est non négociable. Et depuis 2017, depuis la sortie de Cars 3, on n'a pas de nouvelles, pas de son, pas d'image. Ça va faire bientôt 9 ans qu'on n'a aucune nouvelle de la franchise Cars. L'année dernière, Jay Ward, le directeur créatif de la franchise, a laissé entendre que Cars n'était peut-être pas mort. Il a déclaré, je cite, « Il y a beaucoup de choses prévues pour Cars, mais je peux pas en dire beaucoup pour l'instant. Cars a une vie qui va continuer. » Alors, continuer peut-être ? Quand? En tout cas, au moment où cette vidéo est tournée, on n'a pas de nouvelles de la franchise Cars. Et vu qu'il y a Toy Story qui a pas tardé à sortir, c'est assez compréhensible. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié cette rétrospective sur la saga Cars. Si jamais cet épisode vous a plu, pensez à l'indiquer en commentaire avec le pouce et en vous abonnant à cette chaîne, ce qui nous permettra peut-être de faire d'autres épisodes. Un épisode sur Fast and Furious, ça va partir, parce qu'il y a vraiment des trucs à dire. On se retrouve dimanche à 20h sur Twitch, et jeudi prochain 18h15 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous! C'est pas compliqué, vous pensez à un produit, vous l'avez en... Oh. Navigation privée d'abord. Ça existe. Je pense pas que ce soit officiel. Là, il y a un truc avec Martin qui est... Il faut surtout pas le mettre.